Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix de l'été sont en place, chers amis, chers auditeurs. Bonjour à tous, bonjour Frédéric Brindel. Bonjour tout le monde, bonjour Judith Belair. Oui, 3, 2, 1, c'est parti, 17h jusqu'à 20h, nous vous accompagnons, c'est l'été et les vraies voix sont motivées. On est motivé en été, c'est bien comme rime ça. Oui, ça rime en prime. Je trouverai pour le printemps quelque chose, on verra. Si on est là. Voilà. Alors, chers auditeurs, vous savez que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 bien évidemment et puis réagir à nos questions sur Twitter. Et on file au standard avec Olivier qui nous appelle de Beaucaire dans le Gard. Bonjour Olivier. Le Gard. Bonjour Frédéric, bonjour Judith. Bienvenue Olivier. Beaucaire, c'est la fête. C'est la fête en ce moment. Oui, je sais bien. Oui. Des grandes estivales avec plein d'animations gratuites. C'est le moment de venir à Beaucaire. Il y a quoi ? Il y a un peu de taureaux ? Non, il n'y a pas de taureaux. Alors, il y a beaucoup d'anciros. Ouais. Il va y en avoir une tout à l'heure. Ils bloquent la ville, carrément la ville entière. Ils ont évacué tous les parkings, environ 150 voitures, pour faire passer les taureaux tout le tour. Ouais. Il y a beaucoup de touristes qui viennent. C'est hyper protégé, c'est tout fermé. Bon, après, il n'y a pas que les taureaux, il y a les forbans qui vont venir, il y a Angoune. Ça va chanter, les forbans. Oui. C'est toute la jeunesse de Judith, ça, les forbans, Judith. Tous les jours. Chante, danse, mets tes baskets. Chouette. Il y a surtout beaucoup d'animations gratuites sur Beaucaire. Par exemple, votre culture générale m'impressionne, Frédéric. La tyrolienne. Une tyrolienne de 300 mètres, c'est gratuit. Il y a tous les taureaux, il y a des anciros carnavalesques, c'est-à-dire les gens s'habillent en habits de l'époque, avec des vieux vélos, des vieux trucs et participent. La moitié de la ville participe. On va tous foncer à Beaucaire là, parce qu'Olivier a été un ambassadeur exceptionnel. Voilà. Bon, Olivier, on en reparlera d'ailleurs tout au long de l'émission. De Beaucaire. Oui, il y a la fête. Moi, quand c'est la fête, c'est comme ça. Bon, on va solliciter Olivier. Alors Olivier, vous le savez, comme tous les auditeurs de Sud Radio, vous pouvez voter sur Twitter à nos questions, celle du grand débat et celle de notre coup de projecteur. Alors à 17h30, chers auditeurs, évidemment, comme je vous l'ai déjà dit et comme on va vous le répéter tout au long de l'émission, vous pouvez nous appeler pour réagir au 0826 300 300, pas taper des coups de gueule, réagir à l'actualité, à ce que vous entendez bien évidemment. Et donc sur Twitter à 17h30, on vous pose la question pour notre grand débat et c'est à vous qu'on pose la question maintenant. Olivier, harcèlement, isolement, connectivité, êtes-vous prêt à vous passer des réseaux sociaux, Olivier? Alors honnêtement, Olivier. Honnêtement, non. C'est bien. Honnêtement, non. Au moins c'est honnête. Mais vous savez, je suis retraité, donc mon activité, ce sont les réseaux sociaux. Un peu de lecture aussi des fois ou juste les réseaux sociaux? Oh, l'intellectuel, vous avez entendu l'intellectuel là? Non, je lis très peu parce que je lis sur les réseaux sociaux. Oui, c'est bien. Mais disons que des gens comme moi ne sont pas concernés par ce qui se passe. Il y a une poignée de gens, je veux dire une poignée sur toute la France entière, le monde entier est sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. C'est une belle fenêtre sur le monde, mais on va développer tout à l'heure. On va Olivier. développer, justement, il y a des chiffres, on a tout préparé, mais en tout cas, c'est une belle mise en bouche que vous nous faites. Deuxième question, Julie. Deuxième question, le coup de projecteur des vraies voix, chers auditeurs, on peut toujours, évidemment, vous n'hésitez pas à voter sur Twitter. La question du jour, on le sait, il y a une fronde policière en ce moment, code 562 à Marseille. Est-ce que vous êtes choqué par la mise en détention provisoire d'un policier en mission avant qu'il ne soit jugé, Olivier? Oui. Pourquoi? Oui, je suis choqué parce que j'ai lu là que le délinquant qui a tué la gendarme, il est en liberté, il a un bracelet électronique, mais il est dehors. Et le policier, lui, il est enfermé. Alors je pense que c'est pour calmer les esprits surtout. Vous savez, l'État, il préfère sacrifier un de ses soldats plutôt que d'avoir des émeutes. Bon, le décor est bien planté. Clair, Cher Olivier, on a pris rendez-vous avec vous pour toute cette émission. Oui, parlons vrai sur Sud Radio, chers auditeurs. Vous le savez, on attend vos réactions, vos coups de gueule. Vous n'hésitez pas, 0826 300 300. On va présenter nos vraies voix. Et bien sûr, j'allais y venir, cher ami, mais vous me coupez la phrase au milieu. Non, c'est pas ça, c'est que j'essaye de vous aider, vous le savez. Oui, c'est vrai que j'ai besoin d'aide. Non, jamais. Nous avons autour de la table, on va éviter de commenter. En fait, c'est qu'il y a une troisième vraie
vraie voix qui n'est pas encore là. C'est pour ça. Vous aviez envie de le dire. Non, mais je disais, bon, voilà, on y va doucement. D'accord, voilà. Allons-y doucement. Mais bon, vous m'avez quand même accéléré. Oui. Voilà. Alors, Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant, qu'on aime beaucoup. Bonsoir, Mickaël. Comment ça va? Ça va, très bien. L'homme de la précision, Mickaël. L'homme de la précision, l'homme de l'incision, toujours là. Joseph Touvenel, on vous connaît bien aussi dans Les Vraies Voix. Oui. Et on a des dossiers, Joseph. Attention. J'en ai aussi sur vous, méfiez-vous. Directeur de la rédaction de Capital Social et secrétaire confédéral de la CFTC. Et puis la voix qui manque, mais qui arrive. Il va arriver. François de Rugy, qui est ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. Alors, vous continuez évidemment. Un petit CV, François, il a un petit CV. Minus. Ouais. Tranquille. Il n'aime pas le homard. Pardon. Vous continuez à nous appeler au 0826 300 300, à voter sur Twitter, évidemment. Et puis, là, qu'est-ce qu'on fait? On commence le tour de table des vraies voix. C'est parti. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Vous voulez une petite blagounette, c'est qu'on m'a raconté ce week-end? Mais non, qu'est-ce qui est petit et marron? Je sais même plus. Un marron. Le tour de table. De l'actualité. Joseph Touvenel. Oui. Alors. Jean-Paul II et les Journées mondiales de la jeunesse. Oui, les JMJ. Bon, alors, on rappelle, hein, c'est votre truc. Ça marche toujours bien, les JMJ, parce que Jean-Paul II, ça avait été magnifique, mais là, avec François. Eh ben, ce qu'ils attendent au Portugal, c'est des centaines de milliers de jeunes. Peut-être 1 million, peut-être un peu plus. En fait, on n'est pas à 100 000 près. Hein. Plus de 40 000 Français. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent pas voir une rockstar. Ils viennent pas. Voilà, il y a des centaines de milliers de jeunes qui viennent parce que ils sont dans une autre dimension. Et puis c'est la reconnaissance de Jean-Paul II. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce Polonais. Alors c'est Karol Wojtyła de son nom d'origine. C'est un pape, mais c'est aussi un homme. C'est un résistant au nazisme dès sa jeunesse. Il avait été dans une troupe de théâtre anti-nazi dès le nazisme. Et d'ailleurs, il disait c'est la bestialité le nazisme. Il était né dans une commune où il y avait une communauté juive assez importante. Et il a toujours défendu la communauté juive. D'ailleurs, il est reconnu comme tel toute sa vie. Sous le communisme, il a lutté contre cette dictature, il a apporté tout son soutien à la classe ouvrière. Rappelez-vous, dans les années 70, il y a eu des morts pour des révoltes contre le système dictatorial communiste, notamment sur la Baltique. Hein. La répression a été formidable, il les a défendus, et c'est un de ces acteurs du XXe siècle qui a fait tomber ce régime totalitaire. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance pour lui. Puis il a créé les JMJ, où là, des centaines de milliers de jeunes vont se retrouver dans quelque chose qui nous dépasse un peu dans la vision occidentale qu'on a aujourd'hui, qui est totalement matérialiste. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent parce que ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Mais combien de tous les pays? Ils vont se retrouver. Alors je ne sais pas si ça va être 1 million, 1,1 million. Quand même. En tout cas, pour les Français, aujourd'hui, c'est plus de 40 000 jeunes Français qui sont inscrits, qui vont se retrouver pour d'autres valeurs que les valeurs matérialistes de consommation. Et ça, c'est peut-être un signe d'espoir pour notre Occident un peu déliquescent. Des valeurs de consommation qui prennent le dessus sur des valeurs sacrées en ce moment. Est-ce que finalement, c'est pas bien de recadrer un petit peu les choses, Mickaël Sadoun? Ah oui, moi, si vous parlez à quelqu'un qui est plutôt conservateur, donc j'estime que dans ce monde libéral dicté par le règne de l'argent, la religion doit fixer un certain nombre de caps, de valeurs qui résistent à cette colonisation du marché de tout ce qui existe. La religion avec un grand R. Hein, le sacré, ça en fait partie. Bien sûr, toutes les religions, et j'ai envie de dire même toutes les formes de spiritualité et de sacré. Faut rappeler que ce qui est sacré, c'est ce pourquoi on est prêt à se sacrifier. C'est ce que Luc Ferry dit dans un certain nombre de ses livres. Et notre famille, les gens qu'on aime, peuvent aussi être une valeur sacrée qui résiste à cette marchandisation de tout. Je crois que c'est très important de maintenir ces valeurs. Et pour rebondir sur Jean-Paul II, je ne suis pas, comme mon nom l'indique, chrétien, mais je demande souvent à mes amis chrétiens, qu'est-ce que vous pensez du pape? Et je remarque qu'en ce moment, et depuis un certain nombre d'années, ça suscite quelques polémiques au sein même de la communauté chrétienne. Et j'ai l'impression que Jean-Paul II est le dernier qui avait réussi à maintenir une unité entre le rigorisme des valeurs, le côté extrêmement intellectualiste de Benoît XVI, et en même temps cette valeur chrétienne d'universalisme et d'amour du prochain
qui est prônée par François Ier. J'ai l'impression qu'il avait une unité syncrétique entre les deux. Voilà. Bon. Merci Mickaël Sanoud. C'était beau, Joseph, de parler ça des vous parle? Vous avez un petit truc à rajouter? Je suis entièrement d'accord avec, quand même, moi je suis chrétien, voilà. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Ouais. Enfin, je pense que c'est plutôt bien. On espère pour vous. On ne peut pas mettre non plus toutes les religions sur le même pied. Je pense que les religions qui nous élèvent, qui nous appellent au respect de l'autre, sont importants. Moi, je suis issu de la religion du livre, comme Mickaël, alors différemment. Je veux dire que c'est mon grand frère. C'est un autre livre. Mon frère aîné. Exactement. Attention à ceux qui rentrent dans un délire où ils veulent nous enfermer dans autre chose que la religion qui élève, mais dans la religion qui enferme. Et ça, aujourd'hui en France, on le voit, et c'est très clairement l'islamisme qui peut nous enfermer. Et on a parlé de la religion avec un grand R. Les extrémismes en général. Oui, voilà. Je pense que la religion qui élève et la religion qui abaisse, ce n'est pas une différence entre les religions, mais c'est des différences à l'intérieur même des religions. C'est une différence d'appréciation des religions, parce qu'on a des extrémistes chez les juifs, on a des extrémistes chez les cathos aussi, chez les musulmans, chez les hindous. Alors, et chez les laïcs. Alors, on a dit la religion avec un grand R, je dirais la religion avec un grand O comme œcuménique, parce que c'est important. Vous avez dit que aussi il s'était rapproché des juifs, et l'œcuménisme est une valeur qui me semble aussi cruciale. Voilà. Chers auditeurs, vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison. On est content d'être là avec vous. On vous pose la question sur Twitter, c'est notre débat à 17h30. N'hésitez pas à aller voter, évidemment. Harcèlement, isolement, connectivité, êtes-vous prêts à vous passer des réseaux sociaux? Bien évidemment, vous n'hésitez pas à réagir, à nous appeler au 0826 300 300. Et puis juste après cela, on se retrouve avec Félix Mathieu, les 3 mots dans l'actu. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Parlons vrai sur Sud Radio, appelez-nous au 0826 300 300, réagissez sur Twitter, on est là pendant un bon bout de temps jusqu'à 20h avec les vraies voix de l'été. Les vraies voix aussi, alors bon, un petit retard, il arrive, nous vous tenons au courant, mais François de Rugy... On l'attend impatiemment. Voilà, ça peut arriver, il y a quoi? Il y a un embouteillage, il y a un petit souci. Sur Paris, un embouteillage? Alors ça m'étonnerait. Et c'est Joseph Touvenel, l'homme de la punchline qui vient de prendre la parole, et puis l'homme de la précision qui est là aussi, Mickaël Sanoud. Voilà pour les vraies voix de ce soir. Et c'est les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix: incendie, verdict et pâteuse. C'est quoi ça? Vous verrez. D'accord. Le bassin méditerranéen toujours en proie aux flammes. Incendie maîtrisé en Haute-Corse avec 200 hectares ravagés. La Grèce enregistre des records de carbone à cause des méga-feux. Kevin Spacey jugé non coupable par un tribunal de Londres. La star de la série House of Cards était accusée d'agression sexuelle par 4 hommes depuis 6 ans. Et puis le commandant de bord avait la pâteuse. Et oui, il avait trop bu. 6 mois de prison avec sursis et 4 500 € d'amende pour un pilote d'avion américain contrôlé ivre juste avant son vol Roissy-Dallas dimanche. Les vraies voix Sud Radio. L'incendie en Haute-Corse a menacé 3 villages au plus fort des flammes dans le secteur de Pigna et Santa Reparata. Le feu est désormais maîtrisé. Les pompiers ont pu s'appuyer sur 2 avions bombardiers d'eau, 200 hectares ravagés. Sauf mauvaise surprise liée à la météo, la surface parcourue ne devrait plus trop s'étendre davantage, estime le capitaine Stéphane Orticoni, commandant des opérations de secours. On arrive à positionner sur des endroits stratégiques et dangereux du feu assez de moyens pour pouvoir mettre des lances sur ce feu avec du travail de forestage, du noyage de lisières et de sécurisation de la totalité des endroits dangereux. Les conditions étaient extrêmes, c'est-à-dire qu'on avait une pente ascendante, on avait un vent violent, une température importante et un feu qui s'est développé à travers des maisons. Donc là, le travail des secours a été de la protection d'habitation, de confinement de personnes, pour sécuriser la population dans ces conditions qui étaient vraiment très extrêmes. Le capitaine Stéphane Orticoni des pompiers de Haute-Corse avec Stéphanie Demuru sur Sud Radio. Vigilance maximale aussi dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône où 18 départs de feu ont été recensés hier. Des pompiers sont déployés sur le terrain en prévention. De son côté, la Grèce enregistre les émissions de carbone les plus élevées des 2 dernières décennies pour un mois de juillet sur fond d'incendie. C'est ce qu'indique l'Observatoire européen Copernicus au moment où le pays fait toujours face à plusieurs foyers actifs. La Grèce qui se prépare à une nouvelle hausse des températures avec des pointes à 45 degrés dans le centre du pays. Ça fait peur, ça. Ça donne pas très envie d'y aller. Ça tombe bien, on a un ancien ministre de l'écologie qui est arrivé. Il est François là, de Rugy. ça y est. Bonsoir François, il est là. Bon, je ne viens pas de Grèce, je tiens à le préciser. Bien sûr. Vous avez bonne mine. Elle s'occupe de vous, Judith, pour le comité d'accueil, vous inquiétez pas. Bon, c'est une catastrophe, on en parle tous les étés, il va falloir s'habituer à trouver une parade là. Il va falloir surtout travailler à s'adapter
aux effets du réchauffement climatique en même temps que l'on continue à mener la lutte contre les causes. Ouais. Ça peut paraître paradoxal, parce qu'on pourrait dire, si on s'occupe de s'adapter aux effets du réchauffement climatique, c'est qu'on a abandonné la lutte contre les causes, et en fait, il faut faire les deux en même temps. Moi, je le dis depuis de nombreuses années. On a un peu progressé au moins dans les esprits, dans les têtes, dans la prise de conscience, parce qu'il y a 4-5 ans, quand moi j'étais ministre et que je parlais de l'adaptation au réchauffement climatique, on me disait mais non, pourquoi parler de ça, soit ça n'intéressait personne, soit ceux qui voulaient bien écouter disaient non, il n'y a que la lutte contre les causes. Et il faut faire les deux en même temps, parce que le phénomène, il est déjà là. Il faut le freiner, parce que plus ça s'aggrave, plus ce sera difficile de s'adapter. Et en même temps, la question de l'eau, enjeu majeur, la question de problème de sécurité. Oui. Les incendies, c'est un problème de sécurité. De sécurité. Il y a des personnes. À Rhodes, il y a des gens qui n'ont pas dormi. De sécurité économique, évidemment. Oui, et franchement, il y en a marre aussi des mégots de cigarettes. Alors je sais, vous les fumeurs, vous allez me dire, moi j'en ai marre. Je ne suis pas fumeur. Il y a des poubelles. Vous les fumeurs. Non, mais il s'adresse à moi sans me regarder. En fait. Voilà, vous saurez tous autour de la table. Ils ne sont pas fumeurs, François. Il faut bien savoir que si je vous regarde en disant ça, c'est parce que surtout, il ne faut pas que je regarde Judith. C'est dirigé vers moi. Non, mais les mégots, arrêtez avec les mégots. D'accord, on arrête, il y a des poubelles. Joseph Souvenel. Plaisanterie mise à part, c'est une réalité. Moi, j'avais discuté avec les pompiers et des volontaires, parce que vous savez que dans le sud de la France notamment, il y a des bénévoles qui tous les ans travaillent à une veille et aux premières actions contre les départs de feu. Heureusement qu'ils sont là, il faut les remercier en plus des pompiers. Et eux, ils disent, avec les gendarmes, il y a des brigades spécialisées aujourd'hui chez les gendarmes pour rechercher les causes des incendies. Et malheureusement, parmi les causes, il y a encore le jet de mégots. Et petit détail juridico-législatif, vous savez qu'un passager d'une voiture qui jette un mégot, si le conducteur de la voiture se fait arrêter, il n'est pas tenu comme responsable. Et il ne pourra pas être pénalisé et il ne sera pas tenu de dénoncer en quelque sorte que j'ai jeté un mégot. On continue ou on fait un petit tour de table ou on continue Félix Mathieu? Allez, deuxième mot. Deuxième mot, verdict. C'est un sacré verdict. Kevin Spacey vient d'être reconnu non coupable des agressions sexuelles dont il était accusé. Accusé par 4 hommes d'agressions sexuelles entre 2001 et 2013 quand il dirigeait un théâtre londonien. Ces accusations avaient émergé à partir de 2017, interrompant la carrière du président imaginaire de la série House of Cards. Non coupables ont donc tranché les jurés du tribunal à Londres après 12h30 de délibération. À l'énoncé de la décision, Kevin Spacey a essuyé une larme et adressé aux jurés un geste de remerciement. Lui a toujours affirmé que les relations avaient été soit pour certaines consenties, soit dans d'autres cas inventées par les plaignants. En tout cas, déjà l'année dernière, Kevin Spacey avait été reconnu non coupable face à des accusations similaires, mais cette fois c'était jugé non coupable par un tribunal new-yorkais. Ça fait froid dans le dos parce que sa carrière elle a été mise de côté. Il y a eu des séries mises de côté, enfin, c'est surprenant. Voilà. Mickaël Sadoun, tout ce mouvement MeToo dont on entend parler, qui englobe aussi les hommes, moi personnellement j'en suis contente parce qu'effectivement, je pense qu'on en est tous contents autour de cette table, ça a libéré la parole effectivement, donc c'est important, mais quid des dérives, parce que justement c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres également. Alors, c'est beau ça. Moi je pense que c'était un signal d'avertissement envers des hommes qui en effet avaient des comportements non convenables ou profitaient d'une position de pouvoir pour... oui, peut-être pour avoir l'aval sur un certain nombre de femmes, mais on voit ici que c'est pas que les femmes, puisque ça concerne aussi les relations homosexuelles, en l'occurrence avec Kevin Spacey. Ceci dit, j'aimerais revenir sur cette idée que le tribunal médiatique est un tribunal dangereux, parce que c'est un tribunal qui n'a pas de recours, c'est-à-dire qu'une fois que la personne est salie, c'est terminé, c'est-à-dire que la carrière de Kevin Spacey est défoncée, comme celle de Benjamin Mendy a été défoncée, comme tant d'autres ont été défoncés. Le footballeur qui a gagné la Coupe du Monde en 2018. Exactement, par les accusations exagérées. Donc, laisser la justice faire son travail plutôt que les médias, qui, eux, marchent selon une logique de buzz et de réponse rapide. C'est aussi un tribunal sans défense, malheureusement, puisque l'accusé, en général, a beau dire ce qu'il veut. Et on a vu tout un tas de types de réponses, l'homme qui pleure, l'homme énervé, l'homme indigné ou l'homme qui se tait, et chaque fois c'est la même chose, on décide qu'il est coupable avant même qu'il soit jugé. Je trouve ça très dommage. Joseph Touvenel, ce tribunal médiatique justement qu'on vit tous en fait, il est dangereux, quoi. Il y a une vraie dangerosité. À la fois, si c'est pour dénoncer du harcèlement, des viols, etc., c'est normal, c'est bien, et faut faire la vérité. Moi, ce qui m'agace un peu, c'est ce milieu, notamment du cinéma,
qui ne sait pas qu'au cinéma, il y a des gros producteurs dégueulasses qui essayaient de sauter les petites starlettes. Et tout d'un coup, on a des gens qui nous disent « Oh mon Dieu, je découvre que... » Vous nous prenez vraiment pour des buses. Hein. Ou alors ce sont elles-mêmes ou eux-mêmes des buses. Mais le but du jeu, c'est que ça soit bien, que ça s'arrête. C'est quand même un peu gênant de voir ces gens qui viennent nous faire aujourd'hui des cours de morale, après avoir caché ce qui se passait pendant des décennies, en ayant profité pour... une partie d'entre eux ou d'entre elles pour leur carrière, et ça m'agace un peu. Qu'on dénonce des choses qui sont inacceptables, oui. Attention à pas dénoncer à tort, parce que voilà, ça a été dit par Mickaël, c'est la carrière, mais c'est quand même assez agaçant. Enfin, ceux qui à Hollywood aujourd'hui s'aperçoivent qu'il y avait des gros producteurs dégueulasses, je sais pas où ils ont appris la vie. Les vraies voix. Il y avait un troisième mot, Félix, attends. Troisième mot, oui, la pâteuse, celle de ce pilote d'avion américain condamné à 6 mois de prison avec sursis. Oui, le vol Paris-Dallas a fini au tribunal de Bobigny. Ce pilote d'avion américain avait été contrôlé en état d'ébriété par les gendarmes de l'aéroport de Roissy, ivre. À 1 heure du décollage vers le Texas, dimanche après-midi, 267 passagers à bord tout de même. Une chanson d'amour, c'est comme l'opinion. Ah bah oui, bonne ambiance à bord. Le commandant de bord avait la bouche pâteuse, les yeux vitreux, des difficultés à s'exprimer, ont rapporté les gendarmes. Son alcoolémie s'est avérée 6 fois supérieure à la limite autorisée. Jugé en comparution immédiate, le pilote d'United Airlines assure n'avoir bu que 2 verres de vin la veille du vol. Peu crédible pour le tribunal. La justice française le condamne aussi à 1 an de suspension de son autorisation de vol et 4 500 € d'amende. Merci la justice française en l'occurrence. C'est vrai qu'en plus on peut pas se tromper dans l'avion. Tout prend des proportions terribles. Vous avez peur en prenant l'avion, François, non ? Rétrospectivement. Oui, maintenant, oui. Vous étiez prévu. Ceci dit, si je peux me permettre un tout petit parallèle avec le sujet d'avant. Il y a eu cette vague de dénonciation sur la place publique avec, en effet, parfois, il faut le dire, des fausses accusations contre des personnalités connues, mais aussi des vraies. Sur les questions des agressions sexuelles. Il faut quand même dire les choses par leur nom. C'est pas simplement des comportements inappropriés, etc. C'est des agressions. Et tant mieux qu'il y ait des personnes qui soient condamnées et qu'en tout cas on mette fin à l'impunité. Sur l'alcoolisme, parce que là, si on est 6 fois au-dessus de la norme autorisée, c'est pas simplement de l'alcool, même si la personne, comme souvent d'ailleurs les gens prient la main dans le sac, non, juste 2 verres, etc. Bon, c'est de l'alcoolisme. Peut-être récurrent chez cette personne. C'est des personnes qui mettent en danger la vie d'autrui, parce qu'ils sont pilotes d'avion, mais ils prendraient leur voiture simplement pour rentrer chez eux, ils mettraient également leur vie, mais surtout la vie des autres en danger. Et moi, je trouve qu'on a une trop grande tolérance. Moi, je suis pas du tout pour le puritanisme, je bois de l'alcool sous diverses formes. Avec modération, avec modération. De la bière ou des alcools forts, ça fait partie, je trouve, des plaisirs de la vie. Mais il ne faut pas confondre ça avec le fait que si on boit trop, eh bien, en effet, quand on prend une voiture, vous imaginez des gens, là on parle d'un pilote d'avion, évidemment un conducteur de bus, de train, etc., mais aussi un conducteur de chantier, enfin, il y a tout un tas d'activités, pas simplement des métiers, qui peuvent mettre en danger la vie d'autrui. Or, j'ai l'impression qu'on n'a pas conscience qu'avec l'alcool, c'est le cas. Merci beaucoup à vous, Félix Mathieu, pour les 3 mots de l'actu. 0826 300 300, les auditeurs, vous pouvez intervenir, parce que dans un instant, ça va être le débat. Oui, on vous rappelle la question qu'on vous pose sur Twitter, n'hésitez pas à aller voter donc c'est maintenant, dans pas longtemps. On vous pose la question harcèlement, isolement, connectivité. Arrêtez Frédéric Brindel, vous me déconcentrez. Êtes-vous prêt à vous passer des réseaux sociaux ? Et alors c'est un sondage serré. Non à 51% et oui à 49%. Pour une fois, c'est passionnant. Ça c'est bien. Voilà, restez là. Réseaux sociaux. Vous avez vu, ambiance dans le studio ce soir. Allez, à tout de suite. C'est historique sur Sud Radio. Nous nous apprêtons à débattre sur une question qui est peut-être la plus serrée de l'histoire des vraies voix. En tout cas, nous allons en avoir dans un instant la preuve. Pour débattre, François de Rugy, oui, l'ancien ministre et l'ancien président de l'Assemblée nationale. Joseph Touvenel, oui, ce fabuleux syndicaliste engagé, ancien secrétaire confédéral de la CFTC. Et puis Mickaël Sadoun, un chroniqueur comme on n'en fait plus parce que consciencieux, précis et incontournable. Qu'est-ce que j'aime votre enthousiasme, Frédéric Brindel, ne changez rien. C'est parti pour le grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour.
meurtre, suicide. Voilà les situations extrêmes auxquelles peuvent mener le cyberharcèlement. On a besoin de règles plus fermes, de régulations plus fortes pour contraindre les réseaux sociaux à retirer immédiatement des messages de haine. Un collégien de 14 ans a poignardé un camarade. Selon les élèves du collège, l'auteur était victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Il a choisi de se venger. Je demande à ce que le législateur régule et soit beaucoup plus ferme et fasse porter la responsabilité aux réseaux sociaux quand il y a des drames comme cela. La loi permet aujourd'hui de poursuivre les auteurs de messages haineux, même s'ils sont anonymes sur Internet. Tu viens de m'appeler pour me faire passer pour un UPS, pour avoir mon adresse, et après tu me parles de viol? Oui, tout à fait. Ok, très bien. Sache que t'es en ligne, que maintenant on va te retrouver et que je vais aller chez les flics. Bonne journée. Compte tenu de l'actualité récente et de ce qu'on vient d'entendre, nous avons tous a priori ingéré l'idée qu'au moins une approche plus réfléchie et équilibrée dans notre utilisation des réseaux sociaux est nécessaire. L'idée de vivre sans peut sembler radicale pour certains, mais elle soulève des questions importantes sur la façon dont nous souhaitons interagir avec la technologie et façonner nos vies numériques. La prise de conscience croissante des conséquences négatives de la surconsommation de réseaux sociaux nous amène à réfléchir à la possibilité d'une vie sans leur emprise constante. Ce qui nous amène à la question qu'on vous pose sur Twitter aujourd'hui. Êtes-vous prêts à vous passer des réseaux sociaux, chers auditeurs? Nos invités sont là pour y répondre et nous recevons également Thierry Le Fur, expert en comportement numérique et addictif. Bonsoir Thierry Le Fur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, l'influence des réseaux sociaux sur la vie quotidienne n'a jamais été aussi omniprésente. C'est une étude Kaspersky 2021 qui avait planté le décor, on y reviendra. Thierry Le Fur, on va évidemment faire le tour avec nos vraies voix qui vous écoutent, mais vous nous confirmez d'ores et déjà que c'est comme s'il y avait une addiction à ces réseaux sociaux? Ah oui, tout à fait. Il faut savoir qu'on est addict à l'information, tout simplement parce qu'on ne peut pas vivre seul, parce que tous nos besoins passent par l'information et que les réseaux sociaux en véhiculent beaucoup, d'une part, et puis d'autre part, on a besoin d'exister, d'être reconnu, etc. Donc on est émetteur et récepteur d'informations via les réseaux sociaux. Et ce qui crée une dépendance à la base, de toute façon, qui peut devenir une addiction, c'est-à-dire on est dans l'excès. On parlait tout à l'heure du mot équilibre et on ne parvenait pas à être dans un équilibre parce qu'on en a besoin en permanence et on s'en nourrit tout le temps. Mickaël Sadoun, on a beaucoup entendu parler de la dangerosité des contenus, puis il y a Booba qui a envoyé une grosse qui est en guerre contre les influx voleurs qui vendaient de la chirurgie esthétique ou des produits financiers. Il y a plein de gens, on a entendu parler de ça, qui se sont fait avoir. Booba le rappeur, oui, c'est ça. Booba le rappeur. Pas le petit ourson. Non, d'accord. Vous allez vraiment m'embêter jusqu'à la fin de l'émission aujourd'hui, je sens. Donc du coup, j'ai perdu la question que je voulais poser, mais vous pouvez déjà réagir à ce que voilà. Moi, déjà, je suis team Booba à 100% et je trouve que c'est très positif finalement la campagne qu'il a menée contre ces influenceurs appelés maintenant influx voleurs. Mais en fait, ça consiste simplement à punir un comportement qui est déjà puni dans la réalité et qui s'étendait maintenant sur les réseaux sociaux. Donc moi, je suis favorable à condamner les propos de diffamation, d'insultes, de mise en danger, comme ça a été étendu par la loi Darmanin récemment, quand ça mettait en danger certains policiers dont les adresses ou dont les noms étaient véhiculés sur les réseaux sociaux. Je suis favorable à ça. Après, de là à les couper, je suis extrêmement défavorable. On a eu 20 ans ou 25 ans de politique et d'élite économique qui nous ont expliqué qu'avec la digitalisation du monde, la parole allait se libérer, les moyens de communication allaient s'étendre, que l'homme allait devenir plus libre, plus émancipé. Et puis 20 ans plus tard, on a des responsables qui nous disent en fait, on a vu ce que la liberté donnait. Il y a des gens qui nous contestent peut-être même trop. Donc on va commencer à réglementer. Et quand je vois Emmanuel Macron ou Thierry Breton qui parlent de couper les réseaux sociaux, même pas de les réglementer, de les couper, moi désolé, c'est quelque chose qui me fait peur pour la liberté d'expression et pour la démocratie. Thierry Le Fur, c'est concrètement possible de réguler ce vaste chantier qu'est le réseau social ? Je pense que la régulation passe beaucoup par l'éducation, un peu ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire arriver à comprendre individuellement. D'une part, si on est dans l'excès, il existe des tests qui nous permettent de dire mais là j'y suis trop. Vos smartphones sont capables de dire j'y suis trop. Et là, ça veut dire que vous commencez à être un peu omnubilé et que vous commencez progressivement également à perdre votre libre arbitre. C'est-à-dire que vous allez être accro à votre communauté qui va vous embarquer quelque part qui est pas nécessairement bien. Enfin, je dis bien, c'est pas qu'il y a bien ou mal, mais on a des propos trop excessifs ou des partis pris qui peuvent devenir progressivement illégales ou se laisser entraîner. Je vais, c'est une espèce de fil, un continuum vers une légèreté qui peut devenir ensuite tournée vers la criminalité, avec des harcèlements.
Et je pense que la régularisation, elle est extrêmement difficile à mettre en œuvre. En revanche, l'éducation numérique, oui. Ouais, on devrait éduquer les enfants à l'école, quoi. Ouais. Ah oui, tout à fait, oui. Alors, il y a quelques exceptions. Il y a déjà des choses en place, mais sur les réseaux sociaux, pas particulièrement, je pense. François de Rugy, allez-y, Thierry. Oui, juste une chose, en revanche, pour l'école, l'idée d'empêcher les élèves d'être présents avec leur smartphone, ça c'était une bonne chose pendant les cours. Oui, c'est un minimum. C'est un minimum. Voilà. François de Rugy, si on écoute Michael Sadoun et qui rebondit sur cette possibilité que c'est donner le gouvernement d'éventuellement couper les réseaux sociaux, on se dit que finalement c'est une possibilité de prise de pouvoir de la part du gouvernement. C'est une action politique, si je rebondis sur ce qu'il dit, qui pourrait avoir des effets totalement négatifs, contrairement à ce qu'on pourrait penser au départ. Oui, je crois que dans aucun État démocratique, il y aura véritablement de tentation d'aller couper les réseaux sociaux. Bon, en revanche, disons-le, il y a aussi une forme de prise de pouvoir des réseaux sociaux sur le débat politique, sur le débat public d'ailleurs, c'est pas que politique, c'est ce que vous avez parlé en introduction du harcèlement scolaire. Oui. Moi j'ai rencontré un jour une jeune fille qui était au lycée et qui a été victime d'un harcèlement scolaire sur un réseau social bien connu, Facebook pour ne pas le nommer. Le problème, c'était pas Facebook à la base. Le problème, c'était l'attitude d'un certain nombre d'élèves, et y compris, malheureusement, le laisser-aller, dans ce cas-là, d'enseignants ou de la direction de son établissement. Ouais. Mais, quand même, le réseau social ne peut pas se défaire totalement de sa responsabilité. Alors, c'est pas facile, juridiquement parlant, parce que moi, je crois beaucoup, comme Thierry Le Fur, à l'éducation, mais ça ne suffit pas. Vous savez, c'est comme prévention-répression. Hein. Moi, je crois que les deux vont de pair. Et d'ailleurs, y compris le fait qu'il y ait une loi qui pose des bornes, ça contribue à la prévention. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, condamner, poursuivre, est-ce que c'est le réseau social ? C'est celui qui s'exprime dessus. Mais celui qui s'exprime dessus, il faut le retrouver. Est-ce qu'il n'aura pas utilisé une forme d'impunité par une forme de fausse identité, etc. Si je fais une comparaison toute simple, quelqu'un achèterait un espace publicitaire dans le métro, sur un bus, sur un panneau d'affichage 4x3, pour insulter son voisin ou pour menacer de mort quelqu'un, de connu ou de pas connu. Tout de suite, on irait rechercher. Je pense que l'afficheur, sa responsabilité serait mise en cause. 2, et on lui demanderait qui est cette personne si elle n'apparaît pas publiquement. 3, elle serait condamnée. Ouais. Un réseau social, c'est un peu pareil, sauf que c'est sur Internet. Et la législation aujourd'hui, les législations me semblent être anachroniques par rapport à la puissance des réseaux sociaux. Alors, les vraies voix, et vous, les auditeurs de Sud Radio, vous réagissez au 0826 300 300. Mais ça ne vous a pas échappé, il s'est passé un événement. Il y a eu le Covid et donc le confinement. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on aperçoit une courbe ascendante des réseaux sociaux. Pour de nombreuses personnes dans le contexte de la crise sanitaire, 59% des sondés affirment que les réseaux sociaux leur ont fourni un lien vital pendant la pandémie, toujours pour cette étude Kaspersky. Ça change tout, Thierry Le Fur, cette histoire de Covid aussi par rapport à l'addiction aux réseaux sociaux? Ah oui, ça change tout. Je vais prendre un exemple sur les addictions. C'est qu'avant, les groupes de parole, par exemple, pour les personnes qui avaient des problématiques d'alcool, ne se faisaient qu'en présentiel. Coupé de cela, c'était catastrophique. Donc, se sont mis en œuvre la possibilité de passer par des réseaux sociaux, des webinaires ou autres. Progressivement, on a eu la même chose par rapport au monde du travail. Et puis, c'était assez vital de savoir comment les gens allaient, pouvoir avoir... On ne pouvait pas les toucher, mais au moins voir les gens qu'on aimait bien. Donc ça a fait une bascule, je dirais, prodigieuse, qui finalement avait ce bénéfice de se dire ça peut être très bien, à condition, si on est isolé, de ne pas rester que dans les réseaux sociaux, mais de se dire ensuite je passe à des vrais contacts, à des vrais dîners, des vraies réunions, etc. Joseph Touvenel, justement, cette dématérialisation dont on parle, elle permet aussi, d'un point de vue positif, plus de fluidité de contact, plus d'ouverture sur le monde, etc. Donc il y a quand même des points extrêmement positifs à ces réseaux sociaux. C'est un outil, d'ailleurs, on voit que c'est un outil qui peut être briseur de solitude dans une société où il y a de plus en plus de solitude. Donc ça, c'est positif. La question de savoir fermer, interdire, etc., moi je suis frappé, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce magnifique film Le Corbeau de Toulouse,
Clouseau, avec la lettre anonyme qui circule dans une ville, etc. Est-ce une raison parce qu'il y a des gens qui font des lettres anonymes pour interdire le courrier et fermer la poste? Je ne pense pas. Donc il faut condamner ceux qui sont condamnables. Voilà. Alors par contre, au niveau législatif, une avancée qui pourrait être faite, qui ne paraît pas très compliquée, c'est de supprimer l'anonymat. Déjà, si on supprimait l'anonymat, c'est-à-dire que quelqu'un qui envoie quelque chose sur le réseau social en est responsable et est connu, et si c'est inconnu, eh bien, ce n'est pas publié, ça serait une grande avancée. Mais après, il y a effectivement une question d'éducation, il peut y avoir une question d'addiction, mais enfin, c'est comme le sujet précédent, avec ce pilote qui nous dit « j'ai bu 2 verres ». Alors évidemment, ça dépend de la taille du verre. Il est assez grave. Il y a bu des bols. C'est pas parce qu'il y a des ivrognes qu'on va interdire l'alcool. Et donc, c'est pas parce qu'il y a des dérives sur les réseaux sociaux dont il faut avoir conscience qu'il faut interdire les réseaux sociaux. Et je suis très méfiant quand c'est un pouvoir politique qui commence à nous dire « moi, je vais réguler parce que moi, je sais, j'ai la sagesse ». En plus, quand je regarde le dit pouvoir, je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment la sagesse. Et pour l'instant, les auditeurs restent oui, nous pourrions passer des réseaux sociaux à 51%. Pourriez-vous vous passer des réseaux sociaux? Vous aussi, n'hésitez pas. Est posée. Consultation sur le compte Twitter de Sud Radio et 0826 300 300, vous intervenez. Mickaël Sadoun, je vous voyais réagir sur le fait de supprimer l'anonymat. Vous n'êtes pas pour, vous? Non, je ne suis pas pour, parce que malheureusement, c'est ainsi, et moi j'aimerais que ça change, mais c'est ainsi, on vit quand même dans une société où il y a certaines opinions qui sont interdites à tenir en public, à tenir devant des gens, à tenir au travail. Imaginez donc que quelqu'un veuille prendre la parole sur les réseaux sociaux, il les soutient de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, ça peut représenter 40% de l'électorat, ou pendant le Covid, il était contre les politiques du gouvernement. Je peux vous garantir que s'il n'était pas anonyme et qu'il tenait ce genre de propos sur les réseaux sociaux, le lendemain ou le surlendemain, au travail, il se fait simplement virer. Moi, j'ai été dans une grande boîte. Il y a les prud'hommes dans ce cas-là. Moi, j'en connais pas beaucoup. Je vous invite à lire un article du Figaro sur les gens qui s'engagent pour Marine Le Pen ou pour Éric Zemmour et qui se font virer de leur taf pour ça. Et il y en a énormément. Moi, j'étais dans une grande boîte avant. Évidemment, il y a des on a vu récemment quelqu'un qui était dénoncé par un quotidien parce qu'il était candidat sur une liste Zemmour et il venait d'être embauché par une municipalité. Mais vous rigolez, mais il y en a des centaines et des centaines. Voilà. Et j'en connais personnellement. Les prud'hommes sont chargeurs à ce moment-là parce que c'est pas un motif valable de licenciement. C'est quand même chacun son tour. C'est des vies détruites et moi je vous dis qu'il y a une stigmatisation de certaines opinions aujourd'hui. Quand vous êtes au travail, vous pouvez vous engager pour Emmanuel Macron, vous pouvez vous engager entre le centre-gauche et le centre-droit. Au-delà de ça, vous prenez un risque professionnel quand vous tenez certaines opinions. Et je dis ça parce qu'il y a aussi une pression sociale dans la société et pas que au travail. Donc moi, je ne suis pas pour le moment pour la levée de l'anonymat. Je pense que ça priverait des gens qui n'ont pas la possibilité de prendre la parole de ce moyen essentiel que sont les réseaux sociaux et ça me fait de la peine pour eux. Joseph Touvenel, pour rebondir sur ce que disait François de Rugy, c'est que la personne qui va au prud'homme, elle a perdu son travail. Si elle a été virée, elle a été virée. Même si les prud'hommes reconnaissent 1 an et demi, 2 ans ou 3 ans après qu'il avait raison, parce que ça peut être long, il a perdu son boulot. Ce que dit Mickaël est censé, quelle que soit l'opinion politique, ce qui montre bien l'état de la France. Cela dit, moi je pense que quand on affirme une opinion, eh bien il faut pouvoir l'affirmer justement en disant son nom. Sinon, Mickaël, je vais t'appeler Monsieur X, ce qui sera un peu gênant. Pardonnez-moi, mais juste je réagis sur ce que dit un de nos auditeurs. Est-ce qu'il a un pseudo Oui, c'est un pseudo, Paysan 47. Paysan 47. Ils ne sont pas beaucoup en plus. Quand même. Qui nous dit dans ce département-là. Vous voyez, j'essaye de faire de l'humour, ça marche pas. Bon. On essaye d'être factuel. Que nous dit Paysan 147 Je vais y arriver, je vous promets. Alors, que dit Paysan 47 L'anonymat n'existe pas, les comptes sont rattachés à un numéro de téléphone et une adresse mail valide et vérifiée. Macron ne supporte pas que sa propagande mensongère soit contestée. Voilà. Alors c'est deux choses qu'il dit dans l'un, mais surtout il nous dit quand même elle est contestée non-stop, ça on est d'accord. L'anonymat n'existe pas. Moi je voudrais soulever un problème par rapport à ce qu'a dit Joseph Touvenel. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils ne veulent pas se soumettre à la loi d'un pays. En général, ils disent nous avons nos propres règles de fonctionnement et elles s'appliquent partout dans le monde. C'est quand même un petit sujet, je le dis devant Mickaël Sadoun qui je crois se définit comme un petit peu souverainiste, on va dire, ou gaulliste. Eh bien, quand même, moi j'estime que la loi d'un pays est supérieure à la loi d'une entreprise. Mais je suis entièrement d'accord. Que cette entreprise s'appelle Twitter, Facebook, Apple ou un autre, peu importe,
il y a quand même des lois que se donnent les citoyens par le biais de leurs représentants qui doivent prévaloir. C'est un vrai sujet. Vous savez, quand on a fait la loi sur les principes de la République, on avait travaillé concrètement là-dessus. Oui. Et je vous le dis, sur un exemple concret qui va peut-être vous plaire, moi, ça ne me satisfait pas, par exemple, que Twitter, à l'époque, ait coupé le compte de Donald Trump. Ils l'ont fait quand il était plus président d'ailleurs, ils l'ont pas fait quand il était président, selon leurs règles. Enfin, il y avait l'attaque du Capitole. Il y avait l'attaque du Capitole, selon les lois des États-Unis. Et moi, et à l'époque, je peux vous dire que les députés de toute tendance politique qui participaient à cette commission, nous avons protesté contre cette décision. Et pourtant, beaucoup d'entre nous n'étions pas du tout Trumpistes, parce que nous considérons que les lois d'un pays, qu'un pays se donne démocratiquement, doivent être supérieures aux règles d'une société. Alors eux, ils disent, ah oui, mais vous avez coché, j'accepte les conditions d'utilisation. Je suis tellement d'accord. Nous sommes pro-auditeurs sur Sud Radio. 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez bien évidemment. Paysan 47, appelez-nous. Il est en forme, François. Avec votre numéro de téléphone, sans votre nom. C'est Olivier qui est là. Olivier de Beaucaire dans le Gard, Olivier. Alors, il faut parler fort, Olivier, aujourd'hui. C'est peut-être un pseudo, Olivier. Olivier, vous êtes là? Bon. Oui. Alors, Olivier, des réactions à ce que vous entendez là? Bon, alors vous tranchez sur la question, voilà, parce que la question de départ, c'est vous n'êtes pas capable de vous dire. Lui, il a dit non déjà. Ouais, vous avez dit non, je ne peux pas me passer des réseaux sociaux. Mais comment vous faisiez avant, Olivier? Eh bien voilà, justement, je voulais en parler de ça, parce que j'ai connu l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'est-à-dire, on avait les informations par les journalistes qui nous disaient ce qu'ils voulaient dire. Moi, combien de fois j'ai regardé, on vous diffuse pas les images parce qu'elles sont pas belles à voir sur TF1. Donc, et là, maintenant, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre, chacun envoie ce qu'il veut. Et il y a beaucoup de fake. On invente à qui sortira la plus grosse bêtise. Et après, il y a des déformations. Chacun envoie une information fausse, une information vraie. Mais après, les gens, ils savent pas trier, quoi. Il y a aucun filtre de personne. Alors, nous, à Beaucaire, on a un groupe. Beaucaire, il y a quoi, 16 000 habitants. Il y a un groupe de 12 000 membres. Il y a eu un problème. Les administrateurs ont fini au tribunal. Ils ont fermé le groupe pendant 8 mois. Et on s'en est passé. Parce que de toute façon, on n'avait pas le choix. Mais le groupe est revenu 8 mois après. Mais les 12 000, ils sont revenus automatiques. On n'était que 10 000, on est passé à 12 000 parce que c'est un besoin. C'est un besoin. Alors, ça va du petit renseignement de la ville. Tiens, il y a la fourrière qui enlève les voitures, des machins comme ça. Et après, il y a les grosses âneries. La politique, beaucoup de politique. Chacun défend son parti, chacun critique l'autre parti. C'est bien. Mais je pense qu'on ne peut pas supprimer, mais il faut que les administrateurs essayent de filtrer. Alors, c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas être 24 heures sur 24 sur un réseau à le surveiller. Mais c'est un besoin. Il y a beaucoup de gens qui ne sortent plus. Il y a des gens qui sont invalides, qui sont chez eux. Merci, ils ont Olivier. besoin de ça pour vivre. Oui. Thierry Le Fur, justement, sur ce filtre, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce qu'on appelle finalement des community managers qui soient mis en place par les réseaux eux-mêmes et qui filtrent automatiquement les appels à la haine et puis le harcèlement et qui bloquent les comptes qui sont nécessaires de bloquer, etc. Thierry Le Fur, oui. Oui, quand on voit la puissance qu'a ChatGPT, par exemple, et son confrère Bard en intelligence artificielle, c'est vrai que ce genre de choses pourrait se paramétrer, à mon avis, de plus en plus rapidement. Ils en auront peut-être besoin eux-mêmes, parce qu'on dit réseaux sociaux, mais ça englobe les médias sociaux de toute nature, donc font un peu faire partie des ChatGPT et autres, puisque finalement, ils se nourrissent de ce qui existe et on va les regarder. Donc oui, le sujet risque pas mal de s'élargir, d'une part. D'autre part, quand je parlais d'éducation, mais ça peut être aussi l'éducation à la réglementation, enfin la connaissance des règlements des personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Je prends un seul exemple, quand on partage, on engage totalement sa responsabilité. C'est comme si on était un journaliste qui publiait. Vous avez vos responsabilités, ce qui vous oblige à être. Nous, on est obligé de dire de la vérité, la vérité. Voilà, oui, tout à fait. Vous êtes très tenu et vous de vérifier nos sources. Ouais. Et de vérifier nos sources. D'informer sans déformer, c'est très important. C'est notre métier, ça. Bon. Ouais. Merci beaucoup, Thierry Le Fur. Merci, c'était très, très enrichissant. On serait resté des heures à parler de ça. Oui, on aurait pu en parler longtemps. C'est super intéressant. Bravo, je pourrais ajouter un tout petit truc. Sur 10 secondes, Mickaël. 10 secondes. Les community managers, ça existe déjà. Laurent Soli, le président de Facebook France, on a parlé dans
une commission d'enquête sénatoriale, il y a déjà des milliers de modérateurs en France qui contrôlent le propos sur les réseaux sociaux. Ça ne marche pas. Deuxième chose, les réseaux sociaux sont un thermomètre de la société. On ne casse pas le thermomètre pour faire baisser la température. Thermomètre très déformé. Et troisième chose, c'est la marche du progrès technique. Voilà comment des choses inutiles deviennent un besoin pour les gens. Il faut le comprendre et c'est pour ça que moi personnellement je suis un conservateur. Je fais attention avec les progrès parce qu'une fois qu'on les a lancés dans la société, ils deviennent essentiels. Et incisif. Parlons vrai sur Sud Radio avec Mickaël Sadoun, François de Rugy et Joseph Touvenel. Vous restez avec nous parce que effectivement vous m'avez devancé, cher Frédéric. Décidément aujourd'hui vous êtes chaud. Hein, comme toujours. Voilà. Chaud toujours. Oui. Chaud comme un gardin. Un gardon. Un gardien, il est bien. Et Olivier va jouer avec nous. Voilà, Olivier, vous restez, vous allez choisir votre vraie voix. Allez, à tout de suite. Quiz de la... Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brandel, Judith Belair. 17h53, qu'est-ce qu'on fait à 17h53, Frédéric Brandel? Oui, je vais encore vous devancer, on joue. Oh, c'est pas vrai. Oui, je vous ai pas laissé la parole là. Et vous savez ce qui se passe dans un an jour pour jour? Qu'est-ce qui va commencer? Les JO. Eh bien, c'est un spécial Jeux Olympiques. Voilà. 80826 300 300, chers auditeurs. Vous pouvez participer à notre quiz si vous appelez. Attends, on est avec Olivier toujours. Olivier, le petit jingle. Voilà, c'est parti. Allez. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors déjà une petite remise en contexte, Frédéric. Allez-y. Donc Olivier, vous allez choisir votre coéquipier. Vous allez former un double comme au tennis ou au tennis de table ou au badminton. On dit duo aussi. Oui, un duo également, mais là, comme c'est spécial JO. Vous choisissez avec qui vous jouez, vous formez l'équipe A. Les deux autres se retrouvent dans l'équipe B. Nous posons une question à l'équipe A et uniquement l'équipe A. Puis équipe B et uniquement équipe B. Respectez-vous. Vous êtes dans une confrérie d'amis et de gens sensés. La confrérie de Sud Radio. Olivier, qui choisissez-vous? Mickaël Sadoun, Joseph Touvenel ou François de Rugy? Je vais prendre François de Rugy. Merci Olivier. C'est une sage décision. Enfin, sur les JO, je compte sur vous. Allez, c'est parti. Question 1 pour donc François et Olivier. Là, vous m'avez devancé encore, Frédéric. Non, mais je voulais préciser. Qui est l'équipe A, qui est l'équipe B? Voilà, c'est pour ça. Donc François et Olivier et l'équipe A. C'est parti. Dans quelle ville autre que Paris se dérouleront une partie des tournois de hand et de basket? Olivier. Je sais pas du tout. Je dirais peut-être Marseille. Non. Saint-Denis. Non. Alors l'équipe B peut répondre. Alors, j'ai honte parce que j'ai pris des places, en je plus, crois, c'est pour le hand et le basket. C'est le hand et le basket. Nantes. Nantes. Non, sinon François aurait répondu. Mickaël. Le Valois. Lyon. Non, c'est à Lille, au stade de Pierre-Mauroy pour les phases de finale du handball. C'est même pas une ville de basket. Taisez-vous les vrais voix. Vous êtes impardonnables de ne pas avoir répondu à une question handball. 0-0, on est d'accord. Question B pour Joseph et Mickaël. Dans quelle ville francilienne se dérouleront les épreuves d'équitation et de pentathlon? Équipe B uniquement. Francilienne. Où est-ce qu'il y a du cheval là, en Ile-de-France? Ne les aidez pas. À plein d'endroits. Ce n'est pas Fontainebleau. À Versailles. Ouais. On voit la bourgeoisie des quartiers riches. Bravo, voilà. Si j'avais monté sur un cheval de ma vie, mais bon. Vous prenez cher à toute intervention, Mickaël Sadoun, j'ai l'impression. Vous devriez monter sur un cheval, je vous jure, ça change la vie. Bien. L'équitation, ça vous irait bien. Mickaël répond Versailles, ça va Versailles. J'espère que vous allez resserrer, parce qu'à chaque fois, une ville francilienne, donc la prochaine fois, vous donnez le nom de la ville. Vous allez voir, discrètement. Tout est bien pensé. Question pour l'équipe A d'Olivier, notre et François de Rugy. C'est parti. Où sera allumée la vasque olympique au soir de la cérémonie d'ouverture, oui. C'est encore plus serré. À Paris, mais bon, c'est pas sous l'Arc de Triomphe. Olivier, presque. Olivier, on n'est pas loin, Olivier. Pas du tout. Alors je connais pas du tout Paris, parce que le Beaucaire c'est très loin. Un monument parisien. Quand même. Devant l'hôtel de ville. Non. Deux fois. Non. Alors, c'est l'équipe B qui peut répondre. Joseph. C'est pas la Concorde? Non. Ce serait pas sous la Tour Eiffel? Oui. Autre cas c'est pas loin. Ah bah non, c'est pas. Non, 0-0.
C'est en face, c'est de l'autre côté de la Vous salle. savez quoi? Comme c'était une intervention qui valait 2 points, nous ne donnons qu'un point. Donc ça veut dire... Il y a de la triche, Olivier, attention. Ça fait 2-0 pour l'équipe B. Allez. Équipe B, voici votre Depuis quand question. la Tour Eiffel est au Trocadéro? Attention, top. C'est à 5 minutes. Combien, équipe B, combien de pays, à 10 près, Ouais. participeront aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024? Combien de pays? 175. Ce n'est pas bon, Mickaël. Joseph? Alors j'en ai vraiment aucune idée. On va dire 140. Allez. Ce n'est pas bon. Vous prenez la main, Olivier et Allez. François. 120. Non, ce n'est pas 120. Olivier, combien? Je dirais 150. Non. Eh bien non, chers C'est amis. 206 pays. Et oui, par exemple. Attendez, il y a des pays qui n'existent pas. Là, parce qu'à l'ONU, il y a moins de 200 pays représentés. Tout simplement, Monaco va défiler. Monaco va défiler, Taïwan va défiler, qui n'est pas d'ailleurs reconnu. Voilà, par exemple. Donc vous avez Hong Kong, voilà, et voilà. Hong Kong, c'est pour la vous, Bretagne, c'est Et la Corse. Alors, on en reste à 2-0 pour l'équipe B. Dernière question, équipe A, c'est parti. Attention, à combien joue-t-on au rugby aux Jeux Olympiques? François, Olivier. Ça, c'est un piège. Hein. Olivier, là, ne dites pas. 13. Ne me dites pas qu'en étant dans le Gard, vous ne savez pas. C'est un bonheur comme le 13. 7. Ah bah Oui, voilà. 7, François de Rugy. Bon, j'ai aidé un peu. C'est là. pas à 15. Non, mais c'est pas à 15. Alors, ça fait 2-1. Question pour l'équipe B. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule équipe? Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Il n'y a pas assez de rugbymen. Joseph et Mickaël, si vous répondez, vous avez gagné. Vous êtes dissipés, les amis. Hein, François Le but et en or. Olivier peuvent aller. C'est parti, stop. Équipe B. Dans quel sport assiste-t-on à un relais mixte en extérieur? Dans quel sport, cher Mickaël et cher le Joseph? vélo. Non, non. Un relais. ils ont des relais. C'est la course à pied, quoi. Oui, Non, mais vous n'avez jamais fait de sport. Hein. Non, mais c'est le service des sports de Sud Radio. pendant 20 ans comme vous. Alors, attendez, vous pouvez gagner le match, François de Rugy et Olivier, notre auditeur. Alors, quel sport assiste-t-on à un relais mixte en extérieur? Olivier? Je n'ai aucune idée. Je laisse la main à Olivier, moi. Moi, je veux dire le biathlon. On n'est pas loin. Allez, dites-le mieux. On n'est pas loin. Triathlon. Le triathlon, c'est gagné. Superbe victoire d'Olivier, notre auditeur, avec François de Rugy qui s'en sort bien sur ce coup-là quand même. Il a été ministre de l'écologie, il ne sera jamais ministre des sports. Non, je suis pas candidat d'ailleurs. Allez, Sud Radio, il est Pourtant, ça doit être sympa. 17h59. Et restez avec nous, chers auditeurs. Évidemment, il y a le tour de table de l'actu des vraies voix qui va arriver. Puis notre débat, n'oubliez pas, à 18h30. Vous votez sur Twitter, vous nous appelez au 0826 300 300. La question, fronde policière, code 562 Marseille. Êtes-vous choqué par la mise en détention provisoire d'un policier en mission avant qu'il ne soit jugé? C'est parti, n'hésitez pas à nous appeler. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien, vous êtes bien dans les vraies voix de l'été avec Frédéric Brindel qui est très 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 en forme aujourd'hui. Oui, vous avez vu, Voilà. Judith Belair, le casting que nous avons quand on a François de Rugy, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, quand on a Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social. C'est un bon journal, Capital Social. Il est excellent, il est pas bon, il est excellent. Il est excellent. Et puis alors, Mickaël Sadoun qui représente l'excellence à lui tout seul. De l'exigence. J'essaye tous les jours. N'oubliez pas, chers auditeurs, on vous pose des questions sur Twitter. Il y a bientôt notre débat de 18h30. La question, fronde policière, code 562 Marseille. Êtes-vous choqué par la mise en détention provisoire d'un policier en mission avant qu'il ne soit jugé? Vous pouvez aussi nous appeler au 0826 300 300. Évidemment, pour vos réactions, on vous attend. On est toujours là. C'est Zach au standard. Et puis tout de suite, ça fait du clic sur les réseaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. The top click of the day. Il est de Félix Mathieu. retour. Il est de retour. C'est la nouvelle petite bourde de Joe Biden. Ce midi, le président américain s'est un peu égaré en évoquant le bilan de la crise Covid. Oui, disons qu'il a énormément sous-estimé le bilan de la pandémie dans son pays. 1 127 000 morts du Covid aux États-Unis selon les chiffres de l'OMS. Or, voilà ce qu'a dit le président Biden. We're still feeling the profound loss
The pandemic, as I mentioned, we have over 100 people dead. Voilà. That's 100 empty chairs around the kitchen table. On ressent toujours la profonde perte liée à cette pandémie. Plus de 100 personnes sont mortes. C'est 100 chaises vides autour de la table de la cuisine. Bon, vous me direz, ça fait déjà une grande table dans la cuisine, mais en revanche, ça fait pas beaucoup de monde à l'échelle des États-Unis. D'ailleurs, un peu plus tôt dans le même discours, Joe Biden avait donné la bonne fourchette en évoquant les plus d'1 million de morts américains du Covid. Bon, finalement, dans la retranscription officielle de son discours, ses collaborateurs de la Maison-Blanche ont corrigé l'erreur en remplaçant bien le 100 présidentiel par 1 million, plus conforme à la réalité. Bon, en tout cas, l'épisode va encore ravir forcément du côté du parti républicain. Il ne se prive pas de le faire passer pour un gâteux à chaque étourderie de ce genre. Il avait déjà, par exemple, interpellé l'année dernière en plein discours une parlementaire qui s'était avérée être morte depuis des mois. Where's Jackie? I didn't think she was going to be here. Où est Jackie? Eh bien, elle est morte. Le malaise. Ou plus récemment, il avait appelé Vladimir, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Vladimir and I, Voilà, Vladimir et moi. Alors, entre ces bourdes et ces chutes, la santé de Joe Biden, 80 ans, devient un argument de campagne pour ses opposants. Alors, parlons vrai sur Sud Radio. François de Rugy, Joe Biden, il est gâteux ou il a juste des problèmes de compréhension de ce qu'il dit lui-même parfois? Non, mais il avait déjà cette réputation d'être gaffeur avant d'être élu président et je crois avant d'avoir l'âge qu'il a aujourd'hui. Peut-être qu'avec l'âge, oui, on trébuche un peu plus quand on a 80 ans, quand on a 60 ou 40 ans. Bon, après, je pense qu'il est tout à fait lucide pour présider la première puissance du monde. Et c'est un politicien chevronné qui a démontré d'ailleurs qu'il faisait globalement des choix politiques. Après, moi, je trouve que c'est des bons choix. Mais ça fait partie du débat. Mais en tout cas, je pense que c'est normal que Trump, qui est à peine plus âgé, ou plus jeune, enfin, qui a quasiment le même âge. Oui, il a 4 ans de moins, je crois. 5 ans de moins. Et donc, c'est un peu pareil. Moi, je trouve que attaquer les gens, d'ailleurs à une époque, certains attaquaient Trump sur le fait qu'il était fou, ce genre de choses. Moi, je trouve ça assez absurde. On peut critiquer leur politique, mettre en cause, mais bon, après, ça peut être un sujet de moquerie. Bon, alors, aux États-Unis. Ok sur la langue qui fourche, mais quand même, il y a eu, et ce n'est pas la première fois quand il confond Vladimir et Volodymyr, il y a des problèmes aussi de diplomatie qu'engendrent les gaffes de Joe Biden. Puis on le voit, on voit sur des images où certains moments, visiblement, il a perdu le sens de l'orientation. Donc pour celui qui est à la tête de la première puissance mondiale, c'est un peu dangereux. Après, dans ces chiffres, moi je suis frappé, on nous dit l'OMS a annoncé. Mais quelles sont les sources de l'OMS ? Pour vérifier la crédibilité des sources de l'OMS. Quand on voit qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, je pense notamment au Canada, on nous dit « Ah bah oui, mais tous les morts, on les déclaré Covid ». On sait qu'en France, entre la réalité... Là, c'est notre question. Là, il y a 1 million et 100. Joseph, la question... il y a un organisme, Joseph. La question... On ne s'entend plus dans le studio. Félix Mathieu, vous répondez. La question que je soulève, c'est que ça soit Biden ou que ça soit d'autres, on nous annonce des choses venant, alors on nous dit l'OMS. Oui, d'accord. Mais a priori, on source. Quand on est journaliste, il va vous répondre. Les scientifiques américains disent même un petit peu plus que l'OMS, en tout cas, l'échelle est plus proche que les 100 de Joe Biden. Et c'est très intéressant, puisque tout à l'heure, on parlait de la crédibilité de l'information. Comment est construite cette information? Eh bien, je dois vous dire que depuis que les mensonges qu'on nous a racontés pendant le Covid, j'apporte peu de crédibilité à l'OMS. Tant si on parle des mensonges qu'on nous a racontés, qu'un tel n'est pas crédible et tout ça. Et 1 million quand même. Pour l'instant, il y a des autorités. Il y a quand même eu des millions de morts, il y a eu le Covid. Et c'est la base. Donc, Joseph, ne nous faites pas du Joe Biden. Michael Sadoun, finalement. Je n'en ai pas l'âge, pas encore. En plus. Est-ce que le problème, c'est pas. En fait, le problème, c'est pas qu'il est gâteux ou pas, Biden. Le problème, c'est la communication et l'image désastreuse que ça donne pour quelqu'un qui dirige la première puissance mondiale, quand même. Bah oui, la première fonction. Bon, après, les débats sur les chiffres sont intéressants, on pourrait les avoir, mais c'est pas exactement le cœur du sujet. Mais c'est intéressant. Mais la première fonction d'un homme politique, c'est quand même une fonction de représentation. Donc quand on est gaffeur, et a fortiori avec l'âge qu'on multiplie quand même les signes de faiblesse, d'incompréhension, de confusion, parfois même un peu de malaise, parce qu'il a un comportement qui relève peut-être d'une mauvaise communication, mais avec les enfants ou autres, qui est un peu bizarre. Je trouve qu'on remplit plus totalement bien la fonction d'homme politique.
Concernant la prise de décision, peut-être qu'il est encore lucide dans le secret de son bureau et qu'il est capable de tenir une réunion tranquillement avec ses conseillers et de prendre les bonnes décisions. D'ailleurs, je remarque modestement que ces mesures n'ont pas été extrêmement différentes de la politique de Trump sous beaucoup d'aspects. Il a été le continuateur de cette politique après l'avoir largement critiquée. Donc non, moi je trouve que la politique de Joe Biden n'est pas absurde. Ceci dit, ces écarts de communication posent chez certains de plus en plus la question: qui dirige vraiment la première puissance mondiale? Est-ce que Joe Biden a besoin d'être plus ou moins entouré? Est-ce qu'il est encore surtout lucide pour un second mandat dans la mesure où il s'est déjà présenté? Voilà. Et c'est un débat que nous pourrons suivre, évidemment. Merci beaucoup Félix Mathieu avec pour plaisir. ce clic dans les réseaux. Et chers auditeurs, on est toujours là au 0800 26 300 300. On est bien avec vous, Parlons Vrai sur Sud Radio. Restez avec nous. On revient tout de suite avec les vraies voix et le tour de table de l'actu. À tout de suite. Les vraies voix sont là, avec vous, Mickaël Sadoun, et puis Joseph Touvenel, et puis François de Rugy. Vous allez avoir la suite du tour de table. Le tour de table, c'est parti. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Et on commence par vous, Mickaël Sadoun, la prise de fonction de Geoffroy Lejeune au JDD et l'acharnement politique et médiatique, selon vous, contre Vincent Bolloré. Et oui, je parle d'acharnement parce que ça fait quand même 5 semaines de manifestations. Oui, bien sûr. Selon moi, il n'y a aucun problème. J'assume tous les propos qui seront tenus. 5 semaines de manifestations pour le JDD. Geoffroy Lejeune qui prend ses fonctions malgré tout le 1er août. Il y a une négociation qui est lancée entre la rédaction et la direction du JDD pour négocier le départ des journalistes qui seraient éventuellement en désaccord. 96% de la rédaction. Bien sûr, on verra. Après, des paroles aux actes, il n'y a pas un pas, il y a un gouffre énormissime. En parallèle, la Commission européenne qui lance une enquête contre Vincent Bolloré pour prise de contrôle précipitée ou anticipée de Lagardère sur demande de Christophe Deloire de Reporters sans frontières, qui est aussi à la tête des états généraux de la presse qui se tiennent bientôt. Donc ça pose une question un petit peu de neutralité, peu importe. Moi, ce que je voulais dire, c'est 3 points. D'abord, la liberté journalistique n'est pas un droit à choisir son patron. Les médias, on peut le déplorer, je le déplore aussi, gagnent moins d'argent aujourd'hui parce qu'ils ont moins de revenus publicitaires à cause notamment de l'expansion des réseaux sociaux. Il y a juste la question de clause de conscience qu'il faut... C'est là, dans ce cas-là. C'est exactement, la clause de conscience. Mais ils en ont une. Donc, les journalistes ne doivent pas choisir leur patron. Les médias ont du mal à gagner leur argent. C'est normal qu'il y ait des hommes plutôt riches qui viennent reprendre des médias pour les faire vivre. Je rappelle que Patrick Drahi a fait exactement la même chose avec Libération. Ça a fait quand même beaucoup moins de bruit à l'époque et qu'il a placé d'ailleurs un directeur de la rédaction qui lui était proche. La deuxième chose, les entreprises défendent tous des valeurs. Les employés ne sont pas toujours d'accord avec ces valeurs. Je ne suis pas sûr qu'on demande l'avis aux employés de Dassault pour savoir s'ils sont d'accord avec la Realpolitik ou pour vendre des avions à l'Inde. Je ne suis pas sûr qu'on demande aux employés de L'Oréal s'ils sont d'accord avec la ligne woke lancé par Alexandre Appal il y a quelques temps. Sauf que c'est pas le même métier. On est journaliste. Journaliste. Vous savez ce que c'est, journaliste? Moi, je veux mon champion et des valeurs. Mais vous savez, la liberté d'expression et l'accord avec des valeurs n'est pas propre aux journalistes. Les autres ne sont pas plus idiots que les journalistes. Par ailleurs, si vous voulez parler des médias, et vice-versa. La première chose, c'est que le groupe Bolloré est assez large. Je vous rappelle que le Petit Robert, qui a inclus le mot Yel pour la première fois, est édité par Editis, qui fait partie du groupe Bolloré. On n'a pas fait reproche à Vincent Bolloré d'être un woke. Partie du groupe qui est vendu maintenant. Peut-être, mais Mouloud Achour, pareil, est une figure de Canal+, et il me semble pas que Mouloud Achour soit le représentant de l'extrême droite, ni Click, une émission produite par l'extrême droite. Je rappelle que Canal+ produit des centaines de films chaque année, et je suis pas sûr qu'on aille vérifier dans chaque film quelles sont les valeurs. Oui, mais peu importe, ils auraient pu choisir leur production. En l'occurrence, il y a des films de toutes tendances, des grands comme des petits, et des gauches comme de droite. Donc, cette chose est dite. Ensuite, il y a un sujet évidemment de concentration capitalistique dans les médias, il n'y a aucun problème, mais je l'ai dit tout à l'heure, il y en a d'autres. On ne fait jamais le même procès à Patrick Drahi, on ne fait jamais le même procès à Xavier Niel. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le procès à Xavier Niel d'avoir Brut qui véhicule des valeurs extrêmement progressistes et extrêmement pro-européennes? Il a un média, Xavier Niel. Ah bon, ouais. Xavier Niel, il a un média. J'inviterai tout le monde à voir les participations de Xavier Niel dans la presse française qui sont aussi interventionnistes, qui sont énormissimes. Donc, mais pourquoi le monde diplomatique
etc., vous pensez, ne correspondent pas, par exemple... Alors, le monde diplomatique, c'est plus la même boutique. Hein. Non, mais il y a des prises de participation de Xavier Niel dans ces deux médias. Vous pensez que c'est pas une ligne qui lui correspond, par hasard? Pour conclure, Mickaël Sadoun, votre propos avant les réactions. Et la dernière chose... aux journalistes de JDD. Alors, du JDD. J'ai rien à conseiller aux journalistes du JDD. J'ai rien à dire aux journalistes du GDD qui sont libres et qui font ce qu'ils veulent. La dernière chose, c'est que moi, le risque pour la démocratie que je vois, c'est de voir autant de gens s'acharner, à savoir des responsables politiques, des responsables économiques et toute une corporation journalistique non solidaire vis-à-vis d'un certain nombre de leurs confrères pour une chaîne CNews, on va la nommer, qui représente 2% des parts d'audience. Et moi, je trouve que c'est ça le vrai risque pour la démocratie, dans la mesure où l'Arcom a dit que les médias du groupe Bolloré respectaient ces normes. Désolé, quand on est dans la loi, ça n'est pas une autorité politique de venir... L'Arcom qui a remplacé, c'est ça qui est autorité. Exactement, allez, donc ça n'est pas à la politique ni aux journalistes de s'ingérer dans les autres médias et faire preuve d'un manque de solidarité absolument affligeant. Ce n'est pas aux journalistes de s'ingérer dans les autres médias, François de Rugy, on vient d'entendre. Oui, le débat est libre, alors ils peuvent commenter tout, mais non, c'est vrai que c'est compliqué de dire, est-ce que, par exemple, parce que je vois des gens qui veulent faire une loi sur le fait que les journalistes puissent avoir un droit de veto sur le choix de leur directeur. Ça, je trouve que c'est un peu problématique parce que ça veut dire qu'à un moment donné, le propriétaire d'un média ne pourrait plus choisir le directeur. Bon. Surtout qu'ils le font tous. On voit bien que l'équilibre est compliqué. S'il y a une forme de clause de conscience à l'occasion d'un changement de directeur, ça réglera en partie le problème des journalistes du GDD. Bon, après, on peut pas nier qu'il y ait quand même manifestement une crise parce que pour que des journalistes fassent grève pendant 5 semaines, c'est rarissime. Vraiment, mais ça n'arrive quasiment jamais. Hein, c'est une profession où on fait très peu grève. Donc, il faut s'interroger, puis chacun jugera aussi de l'évolution du JDD et si les lecteurs ont envie de continuer à l'acheter ou pas. Bon, Joseph Touvenel. Il y a deux choses. La première, je n'aime pas la chasse à l'homme. Et c'est-à-dire que l'étiquette qui est collée à Geoffroy Lejeune, quand on le rencontre, on peut être en accord ou en désaccord. Mais après tout, c'est ça la liberté d'opinion et d'expression. Et on lui colle une étiquette, on a fait on le diabolise. Moi, j'ai pas l'impression il s'est collé un peu lui-même l'étiquette. Non, mais j'ai pas l'impression. Il arrive de valeurs actuelles. Il arrive de valeurs actuelles estampillées extrême droite. Et donc, c'est bien ce qui me gêne. De quel droit qui estampille, qui décide que machin. Ça, c'est sûr et certain. La deuxième chose, je reviens quelques semaines en arrière, mais il n'y a pas si longtemps. Voilà un journaliste hollandais qui a fait une enquête de plusieurs années, lui, qui a saisi 3 fois la justice pour avoir les notes de frais d'Anne Hidalgo. Un gros travail de journaliste. Pendant des mois et des mois, il a saisi la justice, il a saisi les tribunaux pour avoir le droit aux notes de frais, ce qui était une obligation légale. Qui les a publiés ? La rédaction du JDD, parce que Anne Hidalgo, coincée devant les données, les a données à la rédaction du JDD. Que ces gens-là, qui ont piqué le travail d'un journaliste indépendant, viennent nous faire la morale, je ne reconnais aucune raison de donner la morale aux autres. Oui. S'ils avaient un soupçon de respect du métier de journaliste, ils auraient dit « nous ne publions pas ». Ce que nous donne Anne Hidalgo, parce que c'est ce journaliste indépendant qui depuis des années travaille sur le sujet, qui a été 3 fois devant les tribunaux pour obliger Anne Hidalgo à donner ses notes de frais comme la loi le demandait. C'est son travail et c'est à lui de le publier. Ça a paru dans le JDD, effectivement. Eh bien, je trouve il n'a pas cité les sources. C'est ce que vous reprochez. Absolument. Eh bien, je leur dis, ces gens-là ne peuvent pas maintenant, la main sur le cœur, venir donner des leçons de morale journalistique. Allez, on passe au tour de table de François de Rugy. François de Rugy voulait revenir sur le tweet de Sarah El Haïry qui nous parle des loups. Oui, je voulais revenir sur ce tweet pour deux raisons. D'abord parce qu'on parlait tout à l'heure, ça fait du clic, etc., de comment il y a un emballement parfois sur Twitter autour d'un sujet. Elle fait un tweet, elle vient juste d'être nommée secrétaire d'État à la biodiversité. Avant, elle était sur la jeunesse, ça n'avait rien à voir. Bon. Elle fait un tweet, parmi d'autres. Hein. J'ai regardé celle qu'elle fait avant et après, c'est 20 000, 30 000 en termes d'audience. Là, 1,2 million. Manifestement, ça a eu un certain succès. Ouais. Et elle dit de façon assez banale, hein, je vous le dis, c'est très rapide, très attachée à la bonne mise en œuvre de l'engagement pris par le président de la République, c'est bien le moins pour une secrétaire d'État, dans un esprit de conciliation des activités humaines et de préservation de l'espèce, je salue la mise en place de la 2e brigade loup aujourd'hui à Rodez dans l'Aveyron. Puis il y a une belle photo d'un loup qui nous regarde les yeux dans les yeux. Bon, après, c'est vrai que vous voyez bien que c'est le langage un peu par euphémisme qu'on emploie souvent dans la communication gouvernementale, ce qu'il y a derrière ça et qu'on comprend
compris un certain nombre de gens sur Twitter, c'est qu'en fait cette brigade loup, elle est faite pour, comme on dit, réguler la population des loups, c'est-à-dire y compris parfois tirer, abattre des loups quand on considère qu'il y en a trop par rapport à des troupeaux. Et quand elle dit préserver la conciliation entre les activités humaines, c'est l'élevage, c'est notamment l'élevage de moutons, l'élevage qui est en milieu totalement ouvert, qui est un élevage assez écologique, puisque c'est vraiment des animaux qui vont pâturer dans les montagnes, et de l'autre côté le loup qui s'attaque à ces animaux. Il y a plusieurs milliers de brebis par an qui sont égorgés ou tués par des loups. Donc c'est un vrai sujet. Voilà, c'est pas simple. Et là, quand on regarde sur Twitter, on a quelque chose d'hyper simpliste. C'est soit vous êtes pour le loup, soit vous êtes contre le loup, soit vous êtes pour les éleveurs et vous êtes contre le loup. Il n'y a pas de demi-mesure. Or, je pense que au-delà de ce tweet, qui évidemment ne restera pas dans l'histoire, même s'il a eu une forte audience, qui pose quand même question. C'est-à-dire que sur un sujet simplement, on va dire un peu anecdotique à l'égard de l'ensemble des sujets de biodiversité, de climat, il va y avoir un emballement, puis après ça va retomber, alors que le sujet du loup, il restera, que c'est un sujet de fond, comme le sujet de l'ours dans les Pyrénées. Moi, je défends le fait que les animaux sauvages puissent avoir leur place dans ces grands espaces, notamment montagneux, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des problèmes de cohabitation avec l'élevage dont on n'a pas envie qu'ils disparaissent. Donc il faut trouver des compromis et essayer en effet à la fois d'avoir des moyens de surveillance et des brigades de régulation. C'était le cri du loup. Merci cher François de Rugy. Un cri pour la modération qui évidemment n'est pas toujours ce qu'il y a de plus audible sur Twitter. Les chers auditeurs, vous êtes bien sur Sud Radio et nous on est bien avec vous. On vous rappelle le sujet du coup de projecteur des vraies voix à 18h30, dans pas longtemps du tout. Question qu'on vous pose sur Twitter. Vous pouvez évidemment réagir, voter, nous appeler au 0826 300 300, Franck pour les Sierres, code 562 Marseille. Êtes-vous choqué par la mise en détention provisoire d'un policier en mission avant qu'il ne soit jugé? Eh bien, vous nous répondez oui à 72%. Donc, on est un petit non à 72%. Voilà. Donc, a priori, vous êtes tous choqués. Et on va continuer. On va échanger autour de ce sujet. Avec nos vraies voix. Et on revient. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et nous sommes toujours avec nos vraies voix qui sont très indisciplinées aujourd'hui, je tiens à le dire. Très en forme. Voilà, en pleine forme et très indisciplinés. N'est-ce pas François de Rugy, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale? Joseph Touvenel, vous êtes directeur de la rédaction de Capital Social, secrétaire confédéral de la CFTC. Est-ce que vous êtes indiscipliné aussi? Toujours lui. Voilà. Je suis un ancien cancre. Vous n'êtes pas loin. Il veut créer une section CFDT au JDD, mais personne veut. Oui, CFTC, mais personne ne veut adhérer parce que vu ce qu'il a dit. Et puis, Mickaël Sadoun, vous êtes incisif, donc vous n'êtes pas du tout. Moi, je suis un grand bavard, mais si on n'est pas bavard, on ne veut pas devenir chroniqueur. Allez, c'est parti. 0826 300 300, chers auditeurs, on vous pose la question de notre coup de projecteur. Les frondes policières, êtes-vous choqués par la mise en détention provisoire d'un policier en mission avant qu'il ne soit jugé? Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Ils disent stop. Les policiers en ont ras-le-bol. À force d'interventions d'urgence, d'incivilité, d'émeutes, de manifestations violentes, de blessures, de sanctions. La mise en détention de l'un d'entre eux à Marseille, suite aux émeutes, a déclenché un mouvement de grève dite du zèle, le code 562. Le directeur général de la police, Frédéric Vaux, a mis les pieds dans le plat. J'ouvre les guillemets. Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. Je ferme les guillemets. Lors du traditionnel point presse d'après Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, s'est exprimé de manière très laconique sur les revendications policières. Le préfet de préfecture de Paris a eu l'occasion de s'exprimer, le préfet de police, le directeur général de la police nationale, le président de la République a eu des mots forts à destination des forces de sécurité intérieure ainsi que la première ministre. Donc nous sommes en lien permanent avec les représentants des forces de sécurité pour les assurer de notre soutien, de notre mobilisation. Il y a une indépendance de la justice dans notre pays, il ne revient pas à un ministre de la République de commenter des décisions de justice. Fort heureusement, dans cette situation, comme dans l'ensemble des situations d'ailleurs, vous le savez, c'est la règle. Et on reçoit Bruno Bartocchetti, qui est secrétaire national unité SGPFO pour la section pour la région Sud. Bonsoir Bruno. Bonsoir Bruno Bartocchetti. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Bon, vous êtes tous beaucoup sollicités, les policiers, en ce moment. Vous avez le micro ouvert et c'est comme si, en ce moment, vous vouliez faire part de ce mal-être qu'on savait présent, mais qui ne peut plus tenir dans votre soucoupe. Vous explosez.
Oui, effectivement. Alors, le malaise, vous le connaissez, de toute façon, c'est un malaise sociétal que nous vivons. Donc, forcément, tout repose sur les épaules de la police. Mais le malaise va beaucoup plus loin et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase lorsque, finalement, on se retrouve dans cette insécurité juridique. J'aimerais ouvrir une parenthèse sur ce que je viens juste d'entendre en présentation. Le chef de l'État a rappelé la séparation des pouvoirs et notre volonté, nous, au syndicat Unité SGP Police, ce n'est pas de vexer Dame Justice, mais celle-ci s'est exprimée à partir du moment où nous l'avons fait à l'endroit de la profession lorsqu'on a eu un des nôtres en détention provisoire, alors que parallèlement, ça a gêné personne lorsque le chef de l'État s'est exprimé à l'endroit de notre collègue de Nanterre en disant c'est impardonnable, c'est inexcusable avant même que l'enquête débute. Alors, si le chef de l'État ne montre pas l'exemple, vous comprenez bien qu'on va être indisciplinés. Nous, policiers, nous ne comprenons pas, bien sûr, ce qu'est la séparation du pouvoir. Bien, nous la comprenons très très bien et nous pouvons aussi, voilà, et c'est ce que nous allons faire, continuer à saisir les parlementaires pour avancer sur les lois. Aujourd'hui, quand on dit respectons la loi, les policiers ne sont pas en dehors des lois, bien évidemment, mais est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas réfléchir sur la détention provisoire d'un des nôtres lorsqu'il était dans l'exercice de ses fonctions? J'insiste bien là-dessus. On n'est pas là pour cautionner les ripoux, les voyous. On est là pour dire à un moment donné, attention, on a aussi des magistrats qui ne connaissent rien à la législation sur les armes, par exemple, et qui ne comprennent pas et qui ne connaissent pas le sujet de la sécurité publique et du travail de la police. Moi, je vous le dis clairement, aujourd'hui, on doit préserver la fonction du policier et évitons la détention provisoire quand on sait que les policiers ne peuvent que donner les garanties de répondre aux convocations de justice. Ce policier en détention provisoire, s'il était resté à domicile, il ne serait pas parti à l'étranger, il n'aurait pas mis des pressions sur la victime. Bon. Et c'est là aujourd'hui où on doit nous protéger parce que nous sommes en insécurité, je vous le dis, en insécurité juridique. On va faire réagir autour. Oui, François de Rugy, quand on écoute Bruno Bartocchetti qui nous dit que, en fait, suite aux propos du président qui dit que c'était inexcusable la mise à mort de Nahel et que c'est un peu pour ça aussi que la police est en réaction, justement, le fait de lier les deux, est-ce que vous ne trouvez pas ça un petit peu limite, justement ? Je crois que c'est pas la même chose. Le fait que le président de la République ou le porte-parole du gouvernement dise on va pas commenter une décision de justice, la mise en détention provisoire d'une personne quelle qu'elle soit, c'est une décision de justice. C'est pas la même chose qu'une garde à vue qui est une décision d'enquête policière. Donc il y a une décision de justice. Si un président de la République ou un porte-parole du gouvernement dénonçait cette décision de justice, je pense que c'est l'équilibre des institutions qui serait remis en cause et la vie en société en serait dégradée. Après, que les responsables politiques soient également prudents dans leurs commentaires sur des événements, y compris lorsqu'il y a des images qui, quand même, évidemment, montrent un certain nombre de choses. Je pense que ce serait bien aussi. Ce serait bien aussi. C'est ça que vous dites. Non, mais c'est vrai que sur la mort de ce jeune Nahel, je pense qu'il y a eu une forme d'emballement médiatico-politique qui n'est pas le fait que des médias, qui est aussi le fait des responsables politiques qui se sont tous empressés de faire des commentaires alors que, évidemment, ils n'avaient pas tous les éléments en main pour le faire. Mais au-delà de ça, je comprends qu'un syndicaliste prenne la défense des gens non seulement des adhérents de son syndicat, mais au-delà de tous les hommes et femmes de sa profession. C'est normal. Mais en revanche, on ne peut pas considérer ce qui est dit là comme une règle acceptable. Si on commence à dire un policier dans l'exercice de ses fonctions qui a commis tel ou tel acte, qui fait l'objet d'une enquête judiciaire, ne peut jamais être mis en détention provisoire, ça pose quand même problème. Au nom de quoi le ferait-on? Moi, je pense que c'est pas tant, François de Rugy, ce qui s'est passé à Marseille, c'est la suite, la succession d'événements. C'est-à-dire qu'il y a eu des policiers qui revendiquaient l'état de légitime défense, qui ont fait acte de leurs armes et qui se sont retrouvés. Enfin là, je crois que c'est une histoire de coups et blessures en quelque sorte. C'est pas la même chose que l'histoire de Nanterre. Mais surtout, et je comprends que l'enchaînement puisse produire des réactions, mais justement, il faut aussi accepter que la justice, elle ne juge pas un enchaînement. Elle juge des faits. Il y a eu les faits de Nanterre, il y a eu les faits de Marseille, il y a une enquête, il y a des actes de procédure, parmi lesquels la détention provisoire. Moi, je pense que le syndicaliste ne peut pas le dire, c'est normal, mais c'est pas possible que sur combien il y a 200 000 policiers et gendarmes dans notre pays, que sur 200 000, il n'y ait jamais de personnes qui fautent.
Aujourd'hui, déclaration importante du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui a demandé à chacun de ses fonctionnaires de, je cite, mesurer le tort qu'il ferait s'il s'aventurait à délaisser le service des autres. Ça va loin, ce que vous mettez en place, Bruno Bartocchetti. Il y a ce fameux code 562, vous ne pouvez pas, 562, pardon, vous ne pouvez pas vous mettre en grève, mais vous n'assurez pas toutes vos missions. Plus de 1000 arrêts maladie à Marseille. Chez les policiers. Maladie, tout le monde a compris que c'était les arrêts maladie qui étaient une grève en réalité. Bruno Bartocchetti, jusqu'où pouvez-vous aller? Parce que visiblement vous faites peur à l'État. Alors, je voudrais bien qu'on différencie deux choses. Vous prétendez qu'il y a 1000 arrêts maladie, vous êtes le seul à avoir cette certitude. Personne ne peut vous dire combien il y a d'arrêts maladie. Je ne sais pas sur quoi vous appuyez pour dire qu'il y a 1000 arrêts. Vous voyez, ce qui est fatigant, ne m'en veuillez pas, je ne veux pas être en opposition avec vous, c'est lorsqu'on parle du travail de la police et de la fonction de policier, c'est qu'on en parle avec autant de certitude. Et vous êtes certain qu'il y a 1000 arrêts de maladie dans les Bouches-du-Rhône. Moi, je vais vous dire qu'il y en a des centaines parce qu'on ne peut pas dénombrer le nombre d'arrêts maladie, surtout que ça varie entre 2 jours et 3 et peut-être 15 jours. Il y en a qui ont peut-être repris leur service. Donc, je ne peux pas vous confirmer ce chiffre-là. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que nous ne sommes pas derrière les arrêts maladie. Nous, notre mot d'ordre, c'est le 562. Ça va répondre à ceux qui sont dans l'idéologie choqués par le travail de la police, c'est-à-dire qu'on ne travaillera plus sur initiative. En revanche, on va continuer à répondre aux services publics, aux appels au secours, aux victimes qui ont besoin de nous. Nous allons être professionnels, responsables et continuer la... Pardonnez-moi Bruno, mais est-ce que vous pouvez un petit peu faire un éclaircissement justement pour les auditeurs et pour moi-même d'ailleurs? Qu'est-ce que ça veut dire travailler sur initiative? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où on considère que les refus d'obtempérer, eh bien, c'est le policier qui a envie de tuer, nous allons éviter les contrôles routiers, nous allons éviter d'aller dans les endroits sensibles puisqu'on nous taxe de contrôle aux faciès. Eh bien, tout ceci va répondre justement à cette minorité quand même de Français qui s'élèvent contre le travail de la justice, et les mêmes, je peux vous garantir les mêmes, maintenant nous chargent en disant « Ah oui, mais vous comprenez, les policiers ne sont plus présents pour répondre aux services publics ». Alors, c'est 2 poids 2 mesures. La population, elle est proche de nous à Marseille. Elle sait dans quelles conditions on a travaillé. Je peux vous garantir que nous sommes proches de la population, même dans cet exercice aujourd'hui bien difficile avec l'application du 562. Et il est vrai que nous n'avons pas le droit de grève. Et donc, on n'est pas dans une grève de zèle. Nous sommes dans une application légale en appliquant le 562. Le service minimum. Voilà, le fameux synonyme de service minimum. Mickaël Sadoun. Non, mais moi je suis plutôt d'accord avec monsieur, parce que la détention provisoire, elle existe, mais elle est quand même encadrée par l'article 144 du Code de procédure pénale sous certaines conditions, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un risque de fuite, est-ce qu'il y a un risque de faire disparaître des preuves, est-ce qu'il y a un risque de pression sur des témoins ou des victimes pour distordre un petit peu le procès. En l'occurrence, mais je ne suis pas la justice, donc je préfère vraiment la laisser faire son travail, mais en l'occurrence, je comprends que des policiers aient l'impression que cette détention provisoire est disproportionnée. De toute façon, c'est un vrai sujet, parce que la détention provisoire, ça concerne 20 000 personnes quand même, sur 70 000 détenus. Donc ça fait près d'un tiers en fait des détenus qui attendent simplement leur procès. Ça pose évidemment des questions sur l'efficacité et la rapidité de la justice à agir et à juger. La deuxième chose, c'est que je pense que ces manifestations viennent sur un contexte qui ne date pas d'hier et qui a mis des années à se développer. Contexte interne à la police, peut-être de sous-dotation. Je rappelle qu'il y a des millions d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées. Je rappelle que la formation des policiers a été réduite par Bernard Cazeneuve, heureusement réaugmentée par Gérald Darmanin à 1 an. Mais il y a quand même des questions de formation policière, et Alain Bauer le disait récemment devant une commission d'enquête sénatoriale. Le criminologue. Et aussi, bien sûr, un contexte de tension entre la police et la justice, puisque le sens du travail de la police, c'est de protéger la société des individus dangereux. Or, ils ont l'impression que depuis des années, et sous l'effet d'une certaine idéologie, et il faut le dire, parce que je pense que le corps judiciaire est majoritairement à gauche, les syndicats le prouvent très régulièrement. En tout cas, le syndicat majoritaire ne se revendique pas du tout de gauche. L'Union syndicale des magistrats. L'Union syndicale des magistrats est un syndicat de centre-droit au minimum. Alors, je vais continuer, mais on pourra en discuter. Oui. Et je pense que la justice, de temps en temps, s'amuse à considérer que les policiers sont peut-être des bas de plafond, qui sont trop sur le terrain, qui ne comprennent pas le sens réel de la justice, et que eux, dans une supériorité morale, ont une vocation de défaire le travail de la police, qui, à mon avis, enlève du sens à leur travail. Donc, ça arrive dans ce contexte-là. Ceci dit,
je suis pour la séparation des pouvoirs, je ne veux pas que la police se mêle de justice, et comme a dit François de Rugy, je ne connais pas de profession qui soit exclue de toute possibilité d'être punie, d'avoir mal fait. Donc en effet, moi je suis pour que la justice poursuive son travail. Joseph Touvenel, est-ce que ce débat il n'est pas disproportionné dans les deux sens en fait finalement? Alors, il est peut-être disproportionné, mais surtout il est représentatif d'un plus que d'un malaise et d'une incohérence dans la société. Là, j'entends des magistrats, le président de la République qui disent la loi c'est la loi, laissons les magistrats et on n'a pas à critiquer décision de justice. Très bien. Je reviens il n'y a pas si longtemps, en 2020, avec M. Castaner, ministre d'Emmanuel Macron. Il y a une manifestation du clan Traoré qui est interdite et le ministre dit « Ah oui, mais je ne vais pas bouger » et je le cite, « L'émotion dépasse les règles juridiques ». Alors j'aimerais savoir si l'émotion qui dépasse les règles juridiques, c'est uniquement une jurisprudence pour le clan Traoré, ou ça peut être aussi une jurisprudence pour les policiers. Les policiers, ils ont ça en mémoire, que l'autorité de l'État, représentée par M. Castaner, qui n'a pas été démenti par le président de la République, leur a dit... L'émotion dépasse les règles juridiques et aujourd'hui on vient leur dire « Ah oui mais quand ça vous concerne vous, les règles juridiques s'appliquent ». Alors je comprends qu'ils explosent. Ouais. Olivier qui est notre 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez évidemment, c'est Sud Radio, la radio du Parlons Vrai. Vous êtes de Beaucaire dans le Gard. Olivier, alors vous comprenez que bien lors d'une intervention, avant qu'il y ait même le jugement, le policier se retrouve en détention provisoire? Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas et je ne peux pas le comprendre. J'ai l'impression que la justice a créé une brèche dans la confiance de nos policiers, de nos gendarmes, et qu'il y a beaucoup je vais dire des malfaisants, entre parenthèses, qui s'engouffrent là-dedans, supportés par des associations de toutes sortes qui aiment bien foutre la pagaille. Et c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour la France, quoi. Je me rappelle, moi, quand il y a eu les attentats, les policiers, tout le monde les applaudissait, tout le monde disait, tiens, il y en a qui se fait tuer là, il y en a qui se fait tuer là. On dit, et c'est tout, ça a été vite oublié, balayé. Et là, on fait face à des délinquants, et il faudrait que les policiers, ils s'excusent devant les délinquants. Vous savez, j'ai eu des policiers dans ma famille, et j'en avais un qui me disait toujours, force doit rester à la loi. On ne peut pas autoriser des lieux de non-droit. Et là, le gars de Marseille, qui a bien suivi l'histoire, soi-disant qu'il sortait de son travail, c'est archi faux, parce qu'il sortait de son travail, 3 heures après, il a été récupérer quelqu'un, et il était sur un lieu de manifestation. Alors, il ne faut pas dire que le gars sortait de son travail, c'est faux. Il a été sur le Vieux-Port pour manifester. Alors là, c'est effectivement l'enquête qui le dira, mais justement, puisqu'il n'y a pas eu l'enquête, toute la question est pourquoi on l'a déjà mis en incarcération. Est-ce que c'est parce que l'émotion dépasse le cadre juridique, comme disait M. Castaner, finalement, François de Rugy? Ce qui est possible, c'est que parfois les juges peuvent être amenés à faire une détention provisoire parce que, en effet, il y a une grande émotion dans la population. Souvenez-vous, là, un tout autre débat autour de Pierre Palmade. Certains réclamaient sa mise en détention provisoire. La justice le réclamait d'ailleurs. Il y a eu un débat d'ailleurs entre justice et médecins à ce moment-là. Un tout autre sujet, mais quand même, il y avait eu des blessés très graves et la mort d'un futur bébé. Donc, c'est jamais facile cette question de la détention provisoire. Honnêtement, en France, c'est pas spontanément, les juges ne prononcent pas spontanément la détention provisoire à tout bout de champ. Aussi. Même plutôt l'inverse. Souvent, on s'en plaint, d'ailleurs. Et je crois que, d'ailleurs, les policiers et les gendarmes, c'est aussi ça qui les fait réagir, ont le sentiment que pour des délinquants, parfois multirécidivistes, pour lesquels les faits sont avérés, il n'y a aucune mesure de détention provisoire et les jugements interviennent bien après. Moi, je crois que c'est surtout ça qui fait réagir les policiers. Et moi, je suis aux côtés des policiers depuis des années et je comprends aussi ce que dit le syndicaliste parce que j'ai en tête le fait que le maintien de l'ordre, parce qu'en effet, là, c'était une question en manifestation, est quelque chose de très, très dur. Les policiers sont harcelés par des gens violents qui ne cherchent qu'une chose, c'est aller à l'affrontement, qui déclenchent les affrontements, qui ensuite disent « Ah, il y a des violences policières », simplement parce qu'il y a eu une réponse à des violences dont sont victimes les policiers ou les gendarmes mobiles qui interviennent pour le maintien de l'ordre. Donc c'est quelque chose de très difficile. Malheureusement, on n'en a pas fini, il n'y a pas de recette miracle. Il faudra continuer à maintenir l'ordre avec fermeté, en allant plus au contact, comme on le fait depuis les Gilets jaunes qu'avant. Et donc, de fait, ça crée plus d'affrontements. Donc, à la fois des blessures chez les manifestants et chez les policiers. On y est sur la vraie question. Bruno Bartocchetti, on va vous la poser cash. Quand
quand il y a des personnes violentes en face des policiers, et on a vu lors de certaines manifestations des policiers reculer devant des casseurs en les laissant finalement fracasser une devanture, est-ce que vous demandez d'avoir les moyens d'agir à la hauteur de cette violence et de ce fait de ne pas être condamné pour avoir justement voulu faire respecter la voie parce qu'il fallait faire parler la violence? Il est là le cœur du problème, Bruno Bartocchetti? Je vais vous répondre très clairement, lorsqu'on nous reproche d'utiliser le LBD, alors qu'en face de nous, on nous tire à balles réelles, vous comprenez bien que c'est un sujet, c'est un problème. Lorsqu'on nous dit, mais il faut répondre en légitime défense et le LBD n'est pas approprié parce que vous avez visé la tête, c'est faux. Dans une manifestation, dans un rassemblement, ça va trop vite pour qu'on ait le temps de viser. On est là pour repousser. Et si on parle d'un cadre de légitime défense, on utilise notre arme qu'on a à la ceinture, on la sort très très rarement. Donc on ne demande pas d'avoir des moyens pour taper plus fort. On veut continuer à travailler et dans la stricte règle. Et l'idée n'est pas de s'opposer au travail de la justice, qui n'est pas de malentendu. C'est à un moment donné d'utiliser la force, ce qui est strictement nécessaire. Et croyez-nous, quand on enregistre chez nous 10 000 policiers par an qui sont blessés, 10 000 policiers par an blessés en service. Quand on a ce chiffre-là, ça veut dire qu'on est exposé. Ce qu'on demande juste, c'est à un moment donné qu'un magistrat fasse la part des choses entre un policier qui va être mis en détention provisoire alors qu'il peut répondre de toutes ces convocations judiciaires ou de tout ce qu'il peut y avoir autour d'un contrôle judiciaire. Vous comprenez? Pour revenir sur le phénomène de force, c'est pas qu'on veut être surarmé pour jouer les shérifs, c'est pas notre volonté. C'est qu'à un moment donné, on répond à des missions d'urgence, on veut être protégé juridiquement, mais on ne demande pas un permis de chasser ou de tuer, qui n'est pas de malentendu. Et ça, ce que je peux vous dire là, c'est que la population l'a compris. La population l'a compris. Ceux qui ne le comprennent pas, c'est ceux qui se retranchent derrière une idéologie. Il n'y a personne sur le plateau qui est là-dedans, hein, qui est là-dessus, je vous l'accorde. Et c'est qu'un débat, on est en train d'échanger, mais de comprendre notre position. On ne demande pas un permis de tuer, vraiment. Merci Bruno Bartocchetti, merci à tous pour ce débat. Je rappelle que vous êtes secrétaire national de l'unité SGP FO pour la région Sud. Merci de votre témoignage. Eh bien, on va changer un petit peu d'ambiance là, dans les minutes qui suivent. Ah oui, puisqu'on a rendez-vous avec le bonheur. Va chercher bonheur, va. C'est comme ça qu'on dit. Vous faites bien l'accent belge. Vous avez vu, hein? Allez, c'est parti, chers auditeurs, vous restez avec nous. Voilà, c'est tout de suite. De 18h50, ça ne sera que du bonheur. Spectacle, sport, culture, sortie et spectacle équestre ce soir, Judith. Oui, vous aimez la féerie, vous aimez les chevaux et vous aimez surtout les acrobaties incroyables. Eh bien, ça tombe bien. Nous recevons Firmin Grus, qui est directeur de la compagnie équestre Alexis Grus. Bonjour Firmin. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous déjà? Bon, on va très bien. Bon, alors Firmin, je sais que vous êtes en ce moment pour la saison d'été avec la compagnie Grus à Béziers et que vous êtes pour le coup sur un chapiteau complètement ouvert, ce qui diffère de votre chapiteau parisien d'hiver. Comment ça se passe cette saison et comment le public et comment la chaleur aussi? Alors, la version estivale des Folies Grus que l'on a créée en 2021 à Béziers, c'est le même concept, c'est-à-dire qu'il y a un pré-show, il y a un spectacle et un after-show, c'est la même chose qu'à Paris, qui est sur le chapiteau d'octobre à mars. Mais comme on est dans une région qui est magnifique, avec un ciel qui nous accueille tous les soirs, avec des étoiles incroyables, et puis un climat estival, on a décidé de présenter sans chapiteau. On est à ciel ouvert et ça crée une émotion incroyable avec le public. On est dans une région où il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de vacanciers, il y a beaucoup de locaux aussi, un grand bassin de population et on accueille tous les soirs à guichet fermé presque 1 millier de personnes. Du coup, est-ce que ça change vraiment quelque chose, cette ouverture au ciel et le fait que vous soyez plus sous chapiteau? Est-ce que même dans le rapport des chevaux, peut-être au spectacle lui-même, ça change quelque chose? Ça apporte encore un petit peu de naturel. Ce qu'on aime, nous, dans le spectacle, c'est le côté naturel, justement, du cheval, c'est le côté naturel de l'artiste. Et là, comme il n'y a pas d'artifice, je pense qu'on profite encore plus de l'émotion du spectacle. D'accord. Et puis, la partie pré-show, par exemple, elle se fait, encore une fois, à ciel ouvert. On est assis sur des bottes de paille, on dîne sur des palettes, on est vraiment dans un esprit champêtre, guinguette chic. Et avec une restauration qui est faite maison et des artistes et les musiciens qui font un pré-show d'1h30 pour mettre le public déjà dans l'ambiance et
Le slogan des Folies Grusses, c'est ici les artistes sont vos hôtes. Donc on fait attention à cette... Oui, et d'ailleurs c'est ce que vous faites aussi à Paris donc pendant votre saison hivernale. Et justement, vous avez un sujet en ce moment, c'est que vous voulez pouvoir vous installer en dur, j'ai envie de dire, à Paris pour ne plus avoir à bouger à chaque fois. Où vous en êtes justement de cela? C'est difficile de concrétiser notre projet, mais le drame pour moi, c'est que notre savoir-faire, celui de la compagnie Alexis Grus, les 50 chevaux que l'on possède, les 3 disciplines équestres, c'est un patrimoine. Oui. On le voit, c'est pas prétentieux, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on verra le travail qui est accompli par notre famille. Et aujourd'hui, on est encore obligé de se battre pour prouver qu'en France, on a un patrimoine, comme la Comédie Française, comme l'Opéra de Paris. Et comme les Folies Grusses. Voilà. Alors, des réactions, Firmin, autour de la table, ça donne envie, Joseph Touvenel. Oui, bien sûr. Vous y êtes allé déjà aux Folies Grusses? J'ai déjà vu, oui, bien sûr. Et c'est magnifique. Mais la question que je voulais poser, c'est qu'on voit que le rapport de l'homme à l'animal est en train d'évoluer, le ressenti, etc. Et dans cette vieille tradition de la famille Grus, la tradition de l'art équestre notamment, est-ce que vous ressentez, vous, vis-à-vis du public et de la population en général, un changement par rapport à vos pratiques dans l'art équestre? Alors, je suis assez fier et assez heureux de pouvoir vous dire que non, parce que d'abord, la philosophie et l'intelligence de notre famille, c'est d'ouvrir les portes et de montrer qu'il n'y a pas de maltraitance, qu'il n'y a pas de soumission, qu'il n'y a pas de gestes qui sont faits contre les animaux. Nous, les animaux, les chevaux font partie intégrale de notre famille. Il n'y a pas un jour de l'année où, quand on part en vacances, on part une semaine maximum. Vous faites corps. Alors, bon, la liaison téléphonique n'est pas très bonne, Firmin. Et essayez de ne pas trop bouger. Question rapide de François de Rugy. Ouais. D'abord, moi, je voudrais remercier Judith, notamment, de nous avoir ouvert sur ce spectacle. Ça donne envie d'y aller. Donc, merci déjà de nous faire partager votre passion, parce que ça donne envie d'y aller. Est-ce que vous pensez que c'est quand même, pour prolonger la question de mon ami Touvenel, une évolution du cirque, plus vers ce type de spectacle, notamment équestre, que les animaux comme les lions ou d'autres que l'on voit dans des cirques plus anciens? On voit moins, ouais. Alors nous, encore une fois, on a changé Le problème, c'est que les gens de chevaux n'aiment pas forcément le cirque, les gens de cirque n'aiment pas forcément le monde équestre. Alors que notre forme de spectacle, elle est née il y a 260 ans par un major anglais, Philippe Astley, qui formait les chevaux et les cavaliers au champ de bataille dans une piste et qui a eu l'idée d'en faire un spectacle. Il y a intégré des saltimbanques, ça a donné la forme de spectacle que la compagnie Alexis Grus présente encore aujourd'hui. Parce que quand on parle de cirque aujourd'hui avec les animaux, tout ça, c'est début du XXe siècle avec la rencontre des cirques et des ménageries foraines. Mais nous, c'est pas notre savoir-faire. C'est autre chose. C'est autre chose. Bon, merci beaucoup, Firmin. Je rappelle la liaison n'était pas exceptionnelle. À Béziers, actuellement, pour ceux qui ont envie d'aller voir votre spectacle Les Folies Grusses, et que vous êtes de retour à Paris dans le bois de Boulogne au partir de début on doit foncer. Désolé, Mickaël Sadoun, pour la question. Merci les vraies voix. Merci beaucoup pour votre intervention. Allez, il est 19h. Allez.